Émission 708. Cette semaine, Cosmonites Book One. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. C'est nous autres, ça. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres vous ont mis en garde contre Clippy. Tenez-vous-les pour dit. Je vous le présente à l'instant. Le premier à compléter sa destinée. Puis là, je parle bien sûr de la télésérie québécoise Destinée. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Oui, c'est fait. Passez à travers. J'ai vu ça sur Instagram, là. C'est combien de saisons Destinée au final? 7 saisons de 26 épisodes chaque. C'est comme Buffy. Ouais. Mais pas pareil. Pas pareil pantoute. Ouais, non. T'étais content ou déçu de finir finalement? C'est un fini étrange. Je suis content de finir parce que c'est la fin de cette série-là qui est pas très bonne, mais tu sais, c'est dans le genre téléroman TVA. Là, fait que, on avait du fun à l'écouter. Mais ça m'a aidé beaucoup pendant la pandémie ou pendant aussi mon burn-out puis le déménagement puis tout ça. Parce que, tu sais, on les écoutait souvent en Zoom. Puis c'était juste c'était une activité vraiment le fun. Puis là, c'est ça. Là, c'est comme fini. On va essayer de s'en trouver un autre là, pour voir. Mais... T'as-tu une idée? Il me semble que c'est pas des téléséries québécoises qui manquent. Ouais, il y en a une couple, mais c'est parce que des fois, c'est dur de trouver quelque chose que tous les épisodes. Mais ouais, j'ai des idées, mais... J'en parle pas trop longtemps. Je t'avais partagé le témoignage d'un auditeur qui nous avait écrit pour nous dire qu'à l'intérieur de la production de Mémoire vive, qui est ton autre obsession de téléséries québécoises, ils ont eux autres même une charte des relations entre tes personnages que toi même t'avais créé dans le temps. Ouais. Une espèce d'immense graphique complètement débile. Ouais, il s'était fié là-dessus. Ouais. Je sais pas si c'est son fils sur ton truc, mais c'est comme drôle. Je sais pas, mais je sais qu'il avait aussi été présenté à une émission, là, un genre de talk show de Penelope McQuaid. Quoi? Puis il l'avait montré à Frédéric de Grandpré. Non. Puis il l'avait déjà vu, puis là, il faisait la joke. On va vous retrouver, on va faire une battue, puis on va vous trouver en parlant de nous autres. C'est super facile de tout vous trouver. Battue drink. Il n'y a pas 10 000 personnes qui ont fait une charte des personnages dans Mémoire vive. C'est sûr. OK. La dernière, des scientifiques ont créé un algorithme pour prédire ses mouvements. Les PC ont tous surchauffé. Marilyn Brisebois est avec nous. Salut, Marilyn. Illusive, Marilyn Brisebois, je tombe à terre, c'est ça. C'est ça. Ça va bien? Allô, oui, ça va. Yes, content d'être là. J'ai hâte de parler de la BD en dernière partie parce que je sais pas, je jump un peu le gun. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était une belle découverte. C'était léger. C'est exactement ce que j'avais besoin de lire en ce moment. Puis, ben eu du fun. Mais ça, on garde ça pour la fin de l'émission. En attendant, il y a Laurent Boutin. Ouais, on fait ça. On va attendre Laurent pour ça. Laurent va se rejoindre à nous plus tard. Il va arriver plus tard parce qu'il a perdu son vélo. Son vélo est au garage. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il va se joindre à nous au courant de l'émission. J'aime ça qu'il est au garage, tu sais, il est comme dans un garage avec des chars, mais il y a aussi un vélo. Il y a le jacké, puis il est en dessous. C'est ça, il y a c'est quoi le dude là, de Fast and Furious qui travaille dessus avec des gros wrenches là. Fait que perds pas une crise cardiaque, Laurent, là, prends le temps de venir à pied là, pour pas courir. Là. Fait que on va le voir tantôt. Y a-tu quelque chose que j'avais à rajouter pour ça? Non, c'est pas mal ça. On commence les nouvelles? On peut bien. Oui, à moins que vous ayez quelque chose à me partager. Ça va bien, vous prenez du mieux. Laurent, Simon est allé au restaurant aujourd'hui. Ouais. Il est pas à la chasse, mais ça, c'est ça. Ça arrive. Hein? Les risques. Ouais. Pire affaire qui est arrivée. Je peux peut-être plugger qu'il y a un nouveau Noël chez Isidore qui est sorti. Oui, bonne idée. Qui est sorti le 25 juillet, parce que Noël du campeur oblige. Donc, ça, c'est disponible. Puis sinon... si vous voulez voir ma face sur Prime Video, vous pouvez aller voir. Il y a le documentaire Bold and Brash, Filmmaking Boisvert Style sur le cinéma de Simon Boisvert. Et je suis un intervenant.
T'es un des principaux intervenants. Ouais, je suis comme l'antagoniste. Oui, un petit peu. c'est celui qui aime pas ça, mais Ben, qui aime pas ça comme mais... il voudrait. C'est ça. Mais, ouais. On doit dire que Simon Boisvert est un réalisateur québécois qui fait des films particuliers et c'est lui qui a produit le documentaire. Ouais. C'est complètement hallucinant. Mais tu le savais pas, hein, je pense, quand tu as fait l'entrevue. Non, quand je me suis fait interviewer, je ne savais pas que c'était lui. Je savais que c'était un documentaire sur lui, mais je pensais pas que c'était lui qui faisait un documentaire sur lui-même. Ouais. Puis c'est ça. Mais au moins, tu sais, t'étais un peu antagoniste puis t'as pas coupé au montage. Fait. Non, mais il a coupé des affaires que j'ai dit qui étaient plus rough. Genre quoi, mettons? T'as-tu quoi des midis à nous Ah dire? non, j'aime mieux pas. Ok. Oups, mais tu devais te sentir un petit peu mal pareil. Quand t'es comme, oh, il va voir ça. Hop là. Non, j'assumais mes propos. Là. Oh, t'as été respectueux. Hein, Non, la seule affaire que j'aurais dû faire, c'est juste me payer un peu avant d'aller devant la caméra. Je me regarde, je suis comme, voyons, pourquoi t'as pas placé tes cheveux? Mais il y avait ça, tu sais. Ben là, c'était une petite production. Je pense qu'il y avait quoi, un caméraman puis l'intervieweur. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour Noël chez d'Or, vous allez sur mystérieuxétonnant.com. Sinon, c'est partout. Même place que les Mystérieux Étonnants, donc Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher et Spotify. Et c'est un podcast dédié aux dépendants affectifs du temps des fêtes et tous les autres, même si ça vous inclut pas. Même si vous n'aimez pas Noël, même si vous n'aimez pas le temps des fêtes, c'est le podcast pour vous. C'est le podcast qu'on ne sait pas dont on a besoin. Puis le 25e épisode, pas le 25e, le 57e épisode, c'est sur quoi, Simon? C'est sur un spécial de Noël fait par les artisans de la ville de Bréquéville, qui est une banlieue de Québec, ou qui est un quartier dans Lévis. Et il y a des gens motivés qui ont fait un spectacle de la Saint-Jean-Baptiste et un spectacle de Noël. Et donc, on parle un peu des deux, parce que Noël du campeur, été... c'est pas loin. Québec, fierté, c'est ça. Père Noël. Tout. Voilà. Excellent. Donc, Moi, allez jeter un coup d'œil à ça. Je me souviens qu'on a parlé de Simon dans la piscine chez mes parents en fin de semaine. Ah, comment ça? Parce qu'il y avait notre ami Alex Rose Mm-hmm. qui fait le podcast Les Voyeurs de Vue et qui fait aussi des quiz sur le cinéma. Et là, ma sœur essaie de me convaincre d'aller dans un quiz. Fuck off, j'ai vraiment ça, les quiz. Moi, t'aimes pas ça. Mais elle essaie de me convaincre d'aller voir les gens, de juste être comme public. Et là, il parlait du fait qu'il avait fait un quiz sur les films de Noël et que Alex savait que Simon allait être là. Fait que là, même lui, il y a des questions, il était comme, hey, tu sais, pas avoir googlé, là, c'est moi qui ai fait la question, je les aurais pas su. Il y a eu 100%. Wow. Il était flabbergasté comme ça, aucun bon sens. Comment est-ce qu'il s'y connaît en les seuls, populaire en film? Les seules questions que je savais pas, en fait, c'était les questions sur qui a joué Jésus dans des films. Mm-hmm. Mais tu sais, pour moi, c'est pas, je n'écoute pas ça comme des films de Noël, fait que ça rentrait pas là-dedans. Mais Ouais, c'est plus des le films reste, chrétiens. je leur ai montré. D'ailleurs, allez-vous recommencer de façon plus régulière les enregistrements de Noël chez Isidore? Je sais que c'est plus compliqué en ce moment. Étienne est loin. Mais... On en a parlé, puis on s'est dit, on va le faire plus sporadiquement. 1 ou 2 semaines, là, ça devient tough avec nos vies et tout ça. Mm-hmm. Mais tu sais, on veut pas arrêter non plus. Là. Moi, mon but, c'est éventuellement de me rendre au moins à 100. Puis après, on verra. Parfait. Bon, ben écoute, t'es rendu à plus que la moitié. Ben, c'est ça. Puis, il va en avoir un de temps en temps, mais ça sera pas tout le temps ou 2 semaines. OK. Et oui, vous avez Terre Kaiju également. Donc, il y a du stock en masse sur mystérieuxétonnant.com. Mais si tu veux commencer les nouvelles, Simon, cette semaine, ça serait apprécié. Ah, ben, je peux bien. Est-ce que vous voulez que je vous parle des sorties Blu-ray ou de... Qu'est-ce que t'as dans ta manche? Ben, c'est pas une nouvelle, mais c'est quelque chose que j'ai appris sur Big Bird et la navette Challenger. Est-ce que tu as vu le TikTok de Hank Green? J'ai vu un TikTok, je sais pas c'était qui. Okay. Mais je suis allé voir après l'information. C'est pour ça. Je veux cette nouvelle-là. Okay, ben, je suis curieux, ouais, vas-y donc. Puis okay. Big Bird, c'est lié aux Muppets, fait que why not? Ben, c'est ça. En fait, c'est que pour la navette de Challenger, il voulait avoir quelqu'un qui représentait l'éducation, tout ça. C'est pour ça qu'il y a une fille qui est allée, je me souviens plus de son nom. Une professeure, oui. Krista McAuliffe.
Je suis pas sûr de le prononcer comme il faut. Mais il avait approché le gars qui fait Big Bird, qui s'appelle Carol Spinet. Puis, il voulait que lui y aille, mais qu'il le costume y aille aussi, puis il voulait faire c'était comme une discussion, tu sais. C'était pas rien d'officiel, mais c'est ça, faire un costume pour Big Bird, puis là, tu sais, de montrer ça aux enfants, puis là, ben ça a pas marché, évidemment, mais moi, ce qui me fascine, c'est comment... Imagine si ça avait marché. Oui, Big Bird aurait sauté. Le traumatisme général. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. Non, puis comme le TikTok qui disait, là, on n'est pas dans le darkest timeline, là, parce que si ça c'était arrivé. Ça, c'est arrivé, il y aurait eu d'autres choses. T'as vu le TikTok de Patrick, qui est un ancien militaire. OK. Mais j'étais juste fasciné, puis c'est ça, c'est pas une grosse nouvelle, parce que je vais vous avouer, il n'y a pas grand nouvelle que j'ai trouvé cette semaine. C'était un peu calme de ce temps-ci. Ouais. Je sais pas si c'est à cause du ralentissement au niveau du divertissement, ou en tout cas surtout au niveau cinéma, mais c'est plutôt calme. C'est l'été, hein, fait que les gens profitent, là, ça fait un bout de temps qu'ils sont poignés dans leurs apparts. C'est ça, puis là, tu sais, ça serait comme le temps que je fasse mes nouvelles du Comic-Con. De San Diego, mais il y a rien, puis tu sais, c'était en ligne, puis il y a comme rien, tu sais, je m'attendais au moins, hey, on va-tu l'avoir, là, ce trailer de Spider-Man No Way Home? Là, on est tanné, là, des rumeurs, là, on veut juste savoir de quoi. On veut juste le voir. Puis il y a comme des teasers, de trailers, c'est never ending edging, là, c'est tellement rendu comme gossant là, que même il y a des cinémas qui ont décidé de sortir des fan art comme posters. Mais non. Il y a quelques cinémas, mais tu sais, sûrement que c'est comme un employé qui a pas catché ou un gérant qui est tanné ou tu sais du monde qui troll, mais en même temps, c'est comme on a comme rien. Il y a comme aucune image, tu sais, il y a plein de rumeurs puis on a rien qui est sorti encore. Moi, je pensais que, tu sais, avec la fin de Loki, puis Black Widow, il y aurait pu avoir de quoi, puis là, il n'y a toujours rien. Fait que, on va attendre. Fait qu'il n'y a aucune confirmation d'Andrew Garfield, aucune confirmation de Tobey Maguire qui serait dans le prochain Spider-Man. Si tu regardes le MCU dans les derniers projets qui sont sortis, ça semble vraiment se diriger vers des trucs liés au multiverse, donc des univers parallèles. C'est très possible, mais il n'y a rien de confirmé. Puis tant mieux si c'est pas confirmé, parce que... Puis d'après moi, on le saura pas dans le trailer non plus. On va voir peut-être ceux qui sont déjà confirmés, mais... D'après moi, ce qui pourrait arriver, là, mais ce qui arrive habituellement pour ce genre de bande-annonce-là, c'est qu'on fait la bande-annonce générique, la première, puis la deuxième, on garde un petit Easter egg supplémentaire pour un petit peu... nous a teasé un peu. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, ce genre de films-là, comme les Marvel, comme Star Wars, peu importe, ils pourraient juste sortir un poster qui est écrit la date puis le nom. Puis le monde irait, fait que tu sais, on dirait que là c'est comme si Sony Sony a vu qu'il y a de l'engouement là, pour leur film, puis là ils sortent rien parce que ça leur coûte pas cher de promotion. Sony? Tu veux dire Marvel? Ben Marvel et Sony là, parce que fait qu'on verra. Mais c'est ça, tu sais, je check régulièrement, puis on dirait que je me lève le matin, puis là, je check sur YouTube. Ah, il est tout sorti? Ah, non. C'est comme je l'attends. Je veux voir de quoi je t'en ai. Mais il y a eu le teaser aujourd'hui de la bande-annonce de demain de Ghostbusters Afterlife qui va sortir. Puis là, je suis vraiment... C'est vraiment des first world problems, on s'entend. Mais je suis vraiment dit à savoir est-ce que je vais l'écouter ou pas, parce que j'essaie toujours d'éviter le plus possible les bandes annonces. J'écoute habituellement la première, puis j'évite ceux qui suivent. Puis étant tout le temps sur les médias sociaux, tu finis tout le temps par tomber sur quelque chose, que quelqu'un spoil par accident ou qui est juste un troll puis il veut que tout le monde le voie. Mais je dois avouer que ça fait un bout de temps là, que je l'attends ce film-là. Puis je pense que je vais me laisser temps. Ça te ferait du bien, tu sais. Non, je serais pas capable de pas l'écouter. J'ai bien hâte de le voir. J'ai acheté hier. C'est fucking random, là. J'ai acheté hier la novelisation en anglais du 1 et du 2. Il y a eu comme une édition double qui est sortie. Puis dans ma tête, écoutez, j'ai écouté Ghostbusters je sais pas combien de fois. C'est mon film préféré, vous le savez. Je vais me préparer. Je vais me préparer au prochain en disant comme si le roman allait me donner de quoi de supplémentaire. D'intéressant. Ouais, c'est ça. C'est des excuses pour m'immiscer dans quelque chose de lié à Ghostbusters, là.
J'en ai besoin. Il y a Julien Bernatchez qui est en ligne qui dit qu'il y a un documentaire, Sesame Street, qui est sorti, qui est la meilleure affaire. Welcome to the Street. Je sais pas si c'est nouveau, Julien, ou c'est sorti depuis un bout de temps, mais ça m'intéresse. N'importe quoi lié au Muppet ou Sesame Street, là, il y a du bon stock. Ok, Lou. Qu'est-ce que t'avais fini, Simon, pour ça? Oui. Parfait. Je pensais que t'allais dire rajouter de quoi? J'allais juste rajouter le fait que, comme tu dis, tu sais pas si tu vas regarder le... Ouais, je vais le regarder. Tu vas le regarder, c'est ça. Ouais, enfin, Mais, tu sais, tu recheckes le nouveau trailer de Doom qui est sorti. Oh. Ouais. Puis c'est hot, mais il est vraiment long. C'est comme 3 minutes et demie. Puis là, je suis comme, j'aurais peut-être pas dû le regarder, tu sais. Mais... Bon. Mais j'ai l'impression qu'on s'en souvient. En tout cas, moi, je pense que je m'en souviendrai plus. Ça me crée des attentes, mais je me souviens plus des détails. Tu sais, ça fait juste du excitement. Puis quand je le vois, à part certaines petites scènes que tu t'attends, des petites phrases ou des cues, genre le vaisseau, tu sais, quoi que ce soit, tu te souviens plus des scènes. Ouais, c'est mon problème. C'est condensé, tu sais. Je me souviens trop d'affaires. Fait que j'attends juste les scènes que j'ai manquées. C'est pour ça que j'apprécie dans les dernières années, parce qu'il y a eu des reshoots, parce qu'il y a eu des changements de dernière minute. Il y a eu des bandes annonces qui ressemblaient pas du tout au film, on modifié des scènes. Puis là, j'attendais ces scènes-là qui sont jamais venues. Par exemple, c'est un exemple assez simple, mais Star Wars Rogue One, la finale. Il y a comme des... Ils ont comme tout retourné. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais il y a quelqu'un qui s'est enfargé dans le film et ils ont perdu le footage. Mais ça fait du bien parce que justement, j'arrivais pas à prédire ce qui allait se passer. C'est comme ça que mon esprit fonctionne. Je suis tout le temps en train de « OK, il y a ça qui s'en vient ». C'est pour ça que je les évite. Sinon, les spoils comme tels... À moins d'avoir vraiment une bande-annonce qui est mal foutue puis qui te vend le film au complet, t'es pas... C'est pas vrai que toutes les bandes-annonces te révèlent l'histoire. Non, c'est ça. C'est juste que des fois, tu te souviens d'une scène, puis là, dans l'histoire, c'est comme « Ah, c'est pas encore arrivé, ça. Ah, fait que ça va arriver, puis là, c'est ça qui va régler cette affaire. » Tu sais, tu le vois un peu des fois, mais... Ça reste back of your head, là. Mais je parlais de ça, justement. Moi aussi, j'ai vu des gens au cours du week-end, là, pour les personnes qui suivent les Mystérieux Étonnants depuis un bout de temps. Vous connaissez Laurent et Nicolas, c'est des amis de longue date qui, des fois, qui travaillent en arrière-scène là, dans les Mystérieux. Entre autres, on a tourné un super épisode l'année passée pour la 666e dans leur cours. Donc, j'étais dans leur cours pour discuter puis tout ça. Et que je m'en allais, j'avais un point, puis là, je l'ai carrément perdu. Ça fait une bonne histoire. Tu vois, je te vantais que tu avais des amis. Non, je vois des amis des fois. Ah non, c'est ça, c'est une des premières fois que je vois des gens ce temps-ci, puis on se pose la question. Oui, c'est ça, je leur parlais de la sortie cinéma pour octobre. Il y a Halloween Kills qui s'en vient, qui m'intéresse beaucoup. J'ai adoré la refonte de 2018. Moi, j'aime beaucoup les films d'Halloween, l'entièreté de la saga m'a beaucoup plu, même ceux qui sont plus poches, comme le 6, puis le producer cut du 6, qui est vraiment des films très étranges. Mais t'as ça, en décembre, tu vas voir le prochain Scream, qui m'intéresse beaucoup également, par les réalisateurs de Ready or Not, qui était excellent film d'ailleurs, si vous voulez voir ça, avec pas la Margot Robbie qui a l'air de Margot Robbie, l'actrice de Babysitter. Mais j'allais vous poser la question, à quand vous, puis vous n'êtes pas obligé de répondre si vous voulez pas, vous pensez que vous seriez à l'aise de faire, mettons, un show live devant l'audience? Ça, c'est ma limite, là. Ça, c'est plus gros encore qu'aller au cinéma. C'est plus gros encore que même aller sur une terrasse. Je suis pas rendu là encore, mentalement. Je suis pas là. Vous autres? Moi, je vois des images, puis je suis pas bien. Je suis allée au cinéma, on n'était pas beaucoup. Je suis allée voir une présentation de aussi, on n'était pas beaucoup. J'ai pris quelqu'un dans mes bras, mais je vois des images d'un show, de quelque chose, puis je suis comme... Ouais, j'ai les mêmes réactions. Ouais, on dirait que je pense que j'aimerais plus faire juste un show avec vous autres dans la même pièce que de faire de quoi de live pour l'instant. Ouais. Ou aller dans la cour à Laurent et Nick. Ça a été proposé d'ailleurs, ils m'ont dit qu'on pourrait faire un. J'étais comme, invite-nous. D'ici la fin de l'été. Puis je l'ai dit tantôt à Marilyn, là, parce qu'elle va peut-être perdre, mais là finalement non, son ordinateur. C'est peut-être le lundi. Tu sais, elle habite carrément à côté. Là. Tu peux venir. Tu peux venir chez nous. Au moins, il faudrait juste que je tourne la cam à chaque fois, là, mais pour enregistrer si éventuellement ta machine, tu l'as pas. Là. T'as une période de transition. Juste nous en personne faire le show, ça serait déjà un premier pas. Ouais, c'est déjà pas mal. Pire. Moi, j'ai fait Noël Gisdor en personne avec Étienne, puis ça change tout. Là. Hey, le son il était très bon. Vous avez enregistré ça, c'est ça, c'est pas par Zoom. Vous avez fait ça en Non, c'est live. ça. Ouais, dans ma cuisine.
OK, c'est vraiment excellent. J'ai vu tout de suite, genre, OK, ils ont pas enregistré ça par Zoom, c'est clair. Là. Ils ont fait ça en vraie personne. Je sais pas, pour moi, si c'est pour arriver prochainement, dans les prochains mois, il y aura jamais de pression pour vous autres là, à faire un show, puis je vais être probablement le dernier à vouloir faire de quoi devant le public. Là. Ouais. Pas que je vous aime pas, les gens à la maison. On va être live, mais... puis je vais avoir ta tête, un mannequin avec ta tête, avec un iPad, avec ta face. Là. Je vais être dans le suit, dans, comment ça s'appelle, Épidémie, là, avec... Mais, ouais, c'est ça. Ça va signifier pour moi qu'on est rendu ailleurs. Je suis pas là encore dans ma tête. Non. Bon, où est-ce qu'on allait avec ça? Vas-y, Marilyn. Vas-y donc. J'ai une petite nouvelle que j'avais dibs quand je l'ai vue. Puis j'étais comme, ça l'est pas moi, excusez-moi, tassez-vous. Un nouveau Jackass. Yes! Donc, c'est le 4e film. Il y a eu une série, Jackass. Donc, pour les gens qui ne savent pas, Jackass, c'est une série faite par des skateboarders, des acteurs, des gens qui aiment faire des niaiseries. Ah, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans l'émission et dans le band CKY. Donc, on parle de la génération de Bam Margera. L'animateur, c'est Johnny Knoxville. T'as vraiment un kick sur Johnny Knoxville? Tout le monde a un kick sur Johnny Knoxville. Ça a l'air du gars le plus... Je dis pas que c'est le cas, mais jeune, je trouvais que ça avait l'air d'un douche. Un peu. Il est drôle, il est fin. Tout le monde aime Johnny Knoxville. Mon Dieu. Okay. Ça se plaît, il est rendu Silver Fox. Fait que oui, je ne me puis. Donc, il y a eu 3 autres films. Il y a eu une série télé de Jackass. Le dernier film est sorti il y a 10 ans. Okay. Et pour les gens qui connaissent pas le concept, c'est des dudes qui font des niaiseries, des fois dégueulasses, des fois c'est des pranks, et qui se pètent la gueule et qui font des choses du genre se taquer les couilles ensemble, ou se faire tatouer pendant qu'ils sont dans des pits de sable, ou se rentrer une auto miniature dans le derrière. Oui, j'ai vu ça. Donc, si c'est votre jam, je sais pas pourquoi j'aime ça. Oui, ça c'est à l'opposé de quitter. Oui, je le sais, mais tu sais, je suis encore... Est-ce que c'est juste parce qu'ils font du skate? Je pense que je suis pas objective. Mais en fait, ce que j'aime, moi, c'est quand c'est plus drôle que quand c'est un prank pas fin. J'ai de la misère parce que je suis encore petite maman comme ah, mais c'est pas fin, là. La personne a eu peur. Pas cool. Ça, j'aime pas ça. Ou quand c'est dégueu, là, genre... vomir puis remanger. Des affaires de caca puis de vomi puis tout. Ouais. Mais quand Weeman, qui est une personne de petite taille, se met dans un duffel bag en plein milieu de Times Square et qui sort en bobette en criant, puis tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard. Oui, où ils font une main géante avec un spring, puis les gens arrivent dans la cafétéria, puis ils arrivent, puis ils reçoivent la main d'en face. C'est pas gentil, c'est un prank. Le monde qui mangeait s'en venait avec leur soupe, c'est drôle. Puis là, la bande-annonce du 4 est sortie, c'est ça? Hein? Oui, la bande-annonce est sortie, c'est avec Johnny Knoxville, Steve-O qui a eu des problèmes d'addiction, il a été très problématique. Et depuis quelques années, parce qu'ils sont quand même rendus à genre 47 et 50 ans, là. Ouais. Depuis quelques années, il y a eu une évolution. Maintenant, il y a beaucoup sur la santé mentale, prendre soin de soi, l'évolution spirituelle, tout ça, le respect. Donc, je sais pas ce que ça va donner parce que ça reste des gars qui aiment faire des niaiseries encore. Ouais. On leur demandé avant de se calisser un coup de poing sur la gueule. Oui, je sais pas. Puis ils doivent peut-être maganés quand même, là, tu sais. Ben... Johnny Knoxville s'est fait pitcher une balle de billard pendant qu'il y avait un jackstrap, mais c'est, tu sais, avec les machines qui envoient des balles de baseball. Là. Hey, c'est une bonne idée, ça. Hein? Je sais pas s'il y a des enfants. Je sais pas. Et il va y avoir des caméos. Tony Hawk va être dedans. Bon, Dave voilà. Glenn. C'est pour ça que c'est peut-être pour ça. Tyler, the Creator, Chris Rabb, Machine Gun Kelly. Donc, des skaters, des acteurs, des chanteurs, juste des gens qui se disent « Hey, moi, je veux vraiment être dans un Jackass ». Donc, ça va sortir le 21 octobre. Je ne sais pas encore sur quelle plateforme, mais c'est un film. Donc, peut-être ça va sortir au cinéma. Le dernier, c'était Jackass 3D. Donc, tu pouvais voir ces dudes-là courir à moitié nus, faire des niaiseries en 3D. Fait que je vais le regarder. Je vais sûrement avoir ma vision de madame qui trouve que les jeux de manque de respect. Spoilers, ça sera certainement pas le film qui va me ramener en salle. je vais peut-être pas aller le voir. Je vais peut-être pas payer pour, mettons. Je vais le louer chez nous pour moins cher. Là. Je vais peut-être pas me garrocher. Ça me fait penser, je sais pas si vous suivez Bo Berman sur Instagram, le créateur d'Inside dont on a parlé dans le cadre de l'émission il y a quelques semaines de cela. Il est très peu actif sur les médias sociaux. C'est très, je pense que c'est voulu. Là, et il veut éviter le plus possible les médias sociaux parce que, un peu comme moi, il pense que c'est
Bah, ça sert à rien. C'est juste pour foutre le bordel. Là. Mais il a publié quelques trucs dans les dernières semaines. Donc, il a remercié ses fans pour avoir écouté Inside sur Netflix. Et là, il a annoncé au cours du week-end des projections de Inside qui avaient lieu aux États-Unis et au Canada dans des salles. Il y a des gens qui se sont pointés au cinéma pour aller voir le film. Je dois avouer que ça doit être une expérience assez exceptionnelle. Il y a des tunes qui... Avec un public, ça doit être... Oui, j'ai vu des vidéos des gens chantent, là. Chantent, toutes les paroles. lèvent les mains. Une photo qu'il a publiée tout à l'heure, c'est lui qui est juste dans l'entrée de la salle pendant que les gens écoutent dans le noir le film, puis il est juste caché, puis il écoute le film. Fait qu'il n'a jamais montré sa présence. Il était juste là. D'après moi, il est reparti après. Mais je trouvais que c'était très Boberman comme approche. Il me semble que c'est le genre de gars qui ferait ça, pas attirer l'attention sur lui, mais voir comment les gens vont réagir. Puis... En tout cas, j'ai vu ça passer au cours de la journée, puis je trouve ça cool. Qu'est-ce que j'avais, moi, de mon côté? Tu sais, t'avais fini, Marilyn, avec les dudes qui se pètent la gueule, puis qui va... Oui. Ouais, bon. Il y avait des rumeurs depuis un bout, en fait, depuis plusieurs mois, que l'acteur Michael B. Jordan, qu'on a vu dans plusieurs films hollywoodiens, dont Creed 1, Creed 2, Black Panther, va être associé d'une certaine manière au prochain film de Superman du côté de Warner Brothers. Et c'est confirmé, selon Collider, l'acteur va produire et peut-être, donc là c'est là où c'est pas certain, incarner la nouvelle itération du personnage de Superman dans le prochain projet qui est de HBO Max. Pour l'instant, c'est pas si c'est une mini-série, un film qui va être disponible juste sur HBO Max ou en salle. En ce moment, HBO Max ont une sortie au cinéma et en numérique, donc ça risque de suivre un peu cette stratégie-là s'il s'agit d'un long métrage. Et contrairement au dernier Superman qu'on a eu dans les dernières années, ce ne serait pas Kal-El, mais bien sûr Val-Zod, pardon, vous avez vu ma dyslexie agir en direct. Val-Zod, qui est un des personnages qui appartient à Earth 2 dans le grand canon de DC Comics. Donc, c'est un Superman afro-américain qui n'est pas le Clark Kent que l'on connaît, mais le deuxième à incarner le Superman dans l'univers de Earth 2. Je vais en reparler d'ailleurs du multiverse tout à l'heure, mais DC a un univers parallèle dans lequel il y a des itérations des différents personnages. Ça reste à être confirmé, mais c'est la grosse rumeur. Il y a bien des gens qui le verraient dans le rôle. Et plus tôt cette année, il y avait eu l'annonce d'un film produit par J.J. Abrams et écrit par le romancier et écrivain de comic book Ta-Nehisi Coates. Donc, ça semble se diriger vers ça. Il pourrait s'agir du même projet. Donc, je vais avoir des détails, j'imagine, supplémentaires au cours des prochaines semaines, mais je trouvais ça intéressant. Il est grand temps de voir un petit peu de diversité du côté de DC. Et j'ai bien hâte de voir ça. J'aime beaucoup l'acteur. Qu'est-ce que tu avais, toi, mon beau Simon? Des sorties Blu-ray, j'imagine? Là? Si vous voulez. Ben oui, à moins que tu aies autre chose. Est-ce que tu as des nouvelles du Comic-Con? Non, j'ai malheureusement pas ça. Il n'y a rien qui a été de gros qui me semble qui a été annoncé. J'ai rien vu de particulièrement intéressant. C'est ça? Bon. Donc, pour les sorties Blu-ray de cette semaine, le premier, c'est The Dead Zone. Le film avec Christopher Walken. Christopher Walken, ouais, c'est ça. Film de David Cronenberg. Donc, c'est le Dead Zone Remastered Collection Edition chez Charles Factory. Et le Google Translate du résumé va comme suit. Oui, il va. L'histoire effrayante d'un homme qui émerge d'un coma de 5 ans, possédé du pouvoir extraordinaire de voir des visions du passé, du présent et plus effrayant encore de l'avenir. Donc, voilà. C'est avec Christopher Walken, basé sur un livre. Un livre de Stephen King. Oui, je l'ai ici. Il y a eu une télésérie aussi dans les années 2000. Ouais. Il y a beaucoup de bonus. J'ai comme la liste là, mais je pourrais tout vous les dire, mais ça dit pas grand-chose. Est-ce que c'est un film culte? Il me semble que ça revient souvent dans les listes, mais moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu non plus. Ça m'intrigue, là. Puis, tu sais, c'est David Cronenberg, tout le temps un peu bon. Là, fait que, Puis là, t'as David Cronenberg puis Stephen King. Fait que c'est parfait. Et Christopher Walken. Et Christopher Walken, surtout. Ouais. Un autre sortie pour Shout Factory, et là, c'est un film français qui s'appelle Le Pacte des loups. Attends une minute, faut que je bloque des conspirationnistes sur le stream. Voilà, OK. Ah, yes, Lisa Lily. Donc, c'est ça. Le Pacte des loups, Brotherhood of the Wolf, un film qui est sorti en 2001, que je me souviens que tout le monde parlait
puis que ça m'intéressait tellement pas. Je sais pas pourquoi. J'étais trop cynique, I guess, que genre quelque chose est populaire, puis là, j'étais tellement comme ça avant aussi. Ouais. La plèbe. J'ai eu ça pour le film Bagdad Café aussi. À un moment donné, tout le monde en parlait. Je m'attendais tellement pas que tu dises chez moi, Bagdad Café, je m'en calisse. Même dans Chambre en Ville, il y avait comme sur le frigo, il y avait comme un poster de Bagdad Café sur le frigo. Fait que, voilà. Oui, le Pacte des loups. Donc là, j'ai fait... c'est étrange parce que c'est un film français, mais j'ai quand même fait un Google Translate du résumé en anglais. Voilà. Se déroulant en 1765 sous le règne de Louis XV, une aventure épique basée en partie sur une légende française bien connue. Dans une province rurale de France, une mystérieuse créature laisse une traînée de cadavres mutilés à travers la campagne, tuant sauvagement des dizaines de femmes et d'enfants. Invisible, dotée d'une force énorme et d'une intelligence apparemment presque humaine, la bête a échappé à la capture pendant des années. Désespéré de mettre fin aux troubles croissants de la population, le roi envoie un scientifique de renom et son frère de sang, une équipe non conventionnelle dont les méthodes et les capacités combinées peuvent enfin faire tomber la bête. Mais ce que ces hommes découvrent, c'est qu'ils sont finalement confrontés à la vraie nature de la bête, en plus choquant que quiconque aurait pu s'y attendre. On dirait le début des films d'Astérix. Ouais, c'est ça. Un village gaulois. C'est réalisé et écrit par Christophe Gans, qui a entre autres fait Crying Freeman avec Marc Dacascos, et aussi le film Silent Hill. Oh! Mais ce film-là met en vedette Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci et Marc Dacascos. Donc, voilà. Comme une grosse distribution, pareil. Ouais. Puis j'ai comme lu une review du Blu-ray en diagonale un peu, puis là, ça a l'air que l'image est vraiment pas bonne. Ah, ça peut. Ils font ça des fois, hein. Ils font des transferts Blu-ray, mais c'est de la crap. Ben, c'est ça. Fait que faites Battlestar Galactica, je te regarde. Faites ce que vous voulez avec cette information. Maintenant, une sortie d'un film qui s'appelle The Lamp, aussi connu sous le nom de The Outing. Ça sort sur Vinegar Syndrome, un film de 87, réalisé par un certain Tom DeLay, avec Deborah Winters, James Houston, Adra Saint-Ivani, Danny Daniels, Barry Coffin et Jackson Bostwick. J'espère que tous ces noms vous ont dit quelque chose. Voici le Google Translate. Après qu'un groupe de voleurs ait décidé de saccager la maison d'une étrange vieille femme gitane, l'assassinat au passage, il libère involontairement un génie vengeur nommé Jin, qui a été retenu captif pendant des siècles dans une ancienne lampe à l'huile. Laissez les gitanes tranquilles, là. Il arrive tout le temps de quoi de bad après. Ouais. Curse. Maudite curse. Peu de temps après, la lampe est acquise par un musée local. Mais alors qu'Alex Wallace, la fille du conservateur du musée, décide de faire entrer un groupe de ses amis dans le musée après les heures normales pour une nuit de fête. Non, Voilà, guys, non. Pour du sexe folichon dans le pavillon. Ouais. En deux potiches. Ouais. C'est ça. Non. C'est Night at the Museum version horreur cheap. Fuck we up. Elle ne se rend pas compte que Jin recherche un nouveau gardien et qu'Alex est le vaisseau parfait pour accomplir les actions diaboliques du génie. Quand la vie te donne des citrons, hein. Ben, c'est ça. Tu fais avec... tu fais des limonades. C'est ça. Un autre film. Mm-hmm. Un film qui s'appelle Killer's Delight, aussi connu sous le nom de The Dark Ride, aussi connu sous le nom de The Sports Killer. Et tous ces titres. Hein. Donc, c'est encore sur Vinegar Syndrome, un film de 1978. Un tueur inconnu traque le nord de la Californie, ramassant des jeunes femmes innocentes dans sa camionnette, puis les torturant et les assassinant brutalement, laissant leur corps mutilés dans les bois voisins. OK. J'ai déjà écouté cet épisode de True Crime, là. Ouais, c'est 125 000 histoires de True Crime. Sergent Vince de Carlo a été affecté à l'affaire, mais se retrouve avec presque rien à faire, c'est-à-dire
jusqu'à ce que le meurtrier commence à s'en prendre aux adolescentes qui fréquentent une piscine publique locale. Okay. Avec l'aide de la psychologue Carol Thompson, De Carlo commence à élaborer un plan pour attirer le tueur au grand jour. C'est un film de tueur en série de 78 avec... Voulez-vous que je vous nomme les noms des acteurs? Vas-y donc, avec ton accent anglais. Là. James Louis C., Suzanne Sullivan, John Carlin, Martin Spear, Hilary Thompson, Anne-Marie Martin et George Buckflower. Donc, c'est le seul nom qui me dit quelque chose. Ouais, celui-là, il est le fun. George Buckflower, c'est le gars qui joue un itinérant dans Back to the Future qui se réveille quand la DeLorean arrive. C'est ce gars-là! C'est ce gars-là. Okay. Wow. Il a quand même une grosse carrière dans le cinéma de genre. Dernière sortie, c'est The Bird with the Crystal Plumage, mais là, c'est une version 4K qui sort par Arrow Video. C'est un des premiers films de Dario Argento. Donc, si vous aimez les giallo, c'est le film. Il est quand même bien. Je me souviens d'avoir vu et j'avais bien aimé. Le Google Translate, c'est Sam Dalmas, un écrivain américain vivant à Rome, est témoin par inadvertance d'une agression brutale contre une femme dans une galerie d'art moderne. Impuissant à aider, il devient de plus en plus obsédé par l'incident. Convaincu que quelque chose qu'il a vu cette nuit-là détient la clé pour identifier le maniaque terrorisant Rome, il lance sa propre enquête parallèlement à celle de la police sans se soucier du danger pour lui-même et sa petite amie, Juliette. Ouais. T'as pas l'air... Il y a de l'enquête à Rome. Là. Non, il n'y en a pas un qui m'a... C'est écrit par Dan Brown. Les statues sont placées dans un triangle. Mais tu sais... oui. Avec Dario Argento, c'est beaucoup style over content. Puis tu y vas pour le style de cinéma italien, les couleurs pétées, puis la musique de Goblin, puis tout. Fait que c'est ça, c'est quand même bien. Moi, ça serait mon choix, surtout que c'est une version 4K limited edition avec bien des bonus là, puis des affaires. Ça, j'allais te demander, il me semble que dans le look dont tu nous parles cette semaine, il n'y a pas grand titre qui t'intéresse. Non, c'est ça, il n'y a pas... Il y a peut-être Dead Zone, là, puis peut-être celui d'Argento, mais Dead Zone, Dead Zone est disponible sur Netflix en ce moment. Bon, ben tu vois. Pas la version remastered, mais... Ouais. Et il est là. Il arrête pas de me le suggérer. Mais voilà, c'était sorti Blu-ray de la semaine. Génial. Marilyn? Moi, je l'ai juste dit tantôt, j'ai pensé, tu disais que les réseaux sociaux, ça sert à rien, puis tout ça. Ben, je sais pas que ça sert à rien, mais c'est pas les mots. C'est le démon. C'est le démon. Oui, ça, c'est les... Oui. En fait, moi, ces temps-ci, surprise, j'en parle encore, TikTok, je suis beaucoup d'Olympiens et Olympiennes, et je trouve ça vraiment cool qu'on ait accès à ce contenu-là. Tu les vois faire leur bagage, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur bagage, tu les vois filmer le village olympique, tu les vois se préparer, tu vois qu'est-ce qu'ils mangent. Leur lit. Le lit en carton, tout le monde pose des questions sur le lit en carton. C'est pas pour empêcher les gens de baiser en passant. C'est une fausse rumeur. Non, c'est une fausse rumeur. De toute façon, comme quelqu'un disait, oh non, pas les meilleurs athlètes du monde, sûrement qu'ils sont pas capables de faire l'amour debout avec leur corps. Dans des attelles, puis dans des cerceaux. Tu sais, bon, en faisant 2-3 flips, là, je pense qu'ils sont capables de se débrouiller. Non, mais tu sais, c'est une question économique, mais je trouve ça super intéressant, puis ils se rencontrent, puis ils font des TikTok, tu sais, mettons, d'une équipe d'un pays à l'autre pour le même sport, ou mettons, l'équipe féminine de rugby qui fait des thirst traps un petit peu, parce que là, tous les gens qui aiment les femmes ou tous les gays trippent sur l'équipe de rugby américaine parce qu'ils sont vraiment belles puis sont vraiment badass. Puis là, ils viennent demander à l'équipe de skateboard, parce que c'est la première année qu'il y a du skateboard aux Olympiques, équipe américaine, d'arrêter d'être aussi cool puis badass puis cute que ça, parce que ça leur envoie entre eux autres, ils s'envoient des c'est ça, ils s'envoient des petites pics, ils font des vidéos entre eux autres, ils font des vidéos où est-ce qu'ils font des... Je pense que c'est l'équipe de rugby qui a repris une scène de Quidditch d'Harry Potter, mais avec leur équipement, puis ils montent sur des affaires. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait accès à des vidéos, à de l'information personnelle comme ça sur comment ça se passe, la vie d'Olympien là-bas. Je trouve ça quand même... je trouve ça très cool. Puis on voit en temps réel, tu sais, les médailles ou... Tu sais, c'est plus des vidéos personnel de gens qui sont leur première réaction quand ils viennent de gagner, que c'est pas curaté par la télé avec les commentateurs. Je trouve ça... Il y a plus d'émotions. J'imagine qu'il y a chez les athlètes, en tout cas, il doit y avoir un genre de soulagement du fait que en temps de COVID, il n'y a pas de public, tu sais.
Peut-être qu'ils peuvent se permettre d'être un petit peu plus à l'aise puis de parler entre eux, tu sais que... Ouais, d'être eux-mêmes, peut-être, puis de fraterniser, puis tout ça, là. Mais ça a tout le temps ça a toujours fait partie des Olympiques, le fraterniser, les gens se reconnaissent. De toute façon, on dit les Olympiques, mais le reste de l'année, en temps normal, ces gens-là n'arrêtent pas de se croiser dans des événements sportifs à travers le monde. Puis c'est sûr que pour les pays, moi j'ai très peu d'intérêt pour le sport olympique. Là, ça viendrait pas du tout me rejoindre. Là. Je pense que c'est la chose qui me faisait chier quand j'étais jeune parce que ça coupait mes émissions à TV classiques. Là. Mais tu t'imagines, ton pays d'origine reçoit les Olympiques puis t'es pas en mesure de pouvoir suivre les sports que tu veux ou d'y assister. Ça, c'est quand même triste. Puis le Japon a de la difficulté à vacciner là-bas. La Corée, le Japon, de la misère. Ils vaccinent pas. Fait que c'est comme... Ça doit être un moment particulier, de célébration, mais sous fond un peu amer. Triste quelque part aussi. Puis oui, vas-y. Non, en plus, tu sais, t'as des Olympiques dans un pays, mais t'as comme rien du pays, vraiment. Tu peux pas sortir. C'est ça. Ça aurait pu être n'importe où. Ouais, rendu là, ça aurait pu être à Greenfield Park. Maybe they are, on ne sait pas. On sait pas. Mais je suis départagée souvent par rapport aux Olympiques, le côté justement patriotiste, le côté mercantile, tout ça. Mais en même temps, je trouve ça beau de voir que c'est quand même... c'est des athlètes, c'est des humains, puis ils ont travaillé fort. Puis là, c'est mon petit cœur de maman. Comme ils ont tellement travaillé fort, puis là, ils réussissent, puis ils sont là. Et il y a dans l'équipe canadienne de skateboard, il y a une Montréalaise qui s'appelle Annie Guglia, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai vue quelques fois live et elle, au début, était supposée y aller. Après ça, elle a été reclassée 23e et il y a quelqu'un de l'équipe du Canada qui s'est blessé et ils ont dit « Tes réservistes embarquent dans l'avion » puis en descendant de l'avion, elle est allée faire les trials. Wow. Puis elle est là, puis jet lag, tout ça, mais je trouve ça, c'est une belle fierté, je trouve. Est-ce que tu as vu ce dont je t'ai parlé? Je pense que c'est aujourd'hui, une auditrice qui nous a écrit pour nous dire, sachant que tu aimais beaucoup Tony Hawk, qui était présent là-bas à faire des petits fist bumps aux skateboarders de 15 ans. Il est commentateur pour les trials de skateboard et je voulais aussi dire que dans l'équipe américaine et je pense dans l'équipe canadienne, il y a des personnes non-binaires et que Tony Hawk est une des seules personnes qui ne les a pas mégenrées et tu l'entends faire un effort. Puis je trouve ça... C'est pas d'être la normale, c'est le bare minimum, mais j'étais quand même très, très contente. Ouais, il a l'air d'un cool guy, pour vrai. Là. Toutes les vidéos qu'on voit de lui, là, ça a l'air d'un chic type. Là. Oui. On va apprendre dans 13 ans qu'il a fait un meurtre quand il y avait... Bon. Oh, fallait que je dise une nouvelle. Hein? Non, mais je pensais que c'était ça ta nouvelle. Ah ouais. Non, mais ça peut être ça. Tu peux continuer. Je voulais juste dire, en fait, c'est parce que c'est pas vraiment une nouvelle, c'est une activité, mais c'est très Montréal-centriste, mais on peut prendre l'information aussi pour les gens qui ne sont pas de Montréal. Je suis allée voir, il y a Cinéma urbain qui a recommencé. C'est quoi ça, donc, déjà? le concept, c'est au Parc de la Paix à Montréal, Peace Park, juste à côté de la SAT. C'est des présentations extérieures. Ah oui, c'est organisé par Jarrettman puis Rosie. En fait, c'est qu'à chaque année, ils prennent quelqu'un pour être curateur de la programmation. Cette année, c'est notre ami Jarrettman de Spasm, de McFly et de Kino, avec Rosie également. Donc, ils ont demandé cette année de faire la programmation. Donc, c'est la 15e édition. C'est du 22 juillet au 9 août. C'est à côté de la SAT, donc la Société des arts et technologies, qui est un endroit où il y a des shows live, des présentations, de l'audiovisuel. Et on peut donc aller au café de la SAT en même temps, manger du popcorn. Il y a une présentation. Et la présentation que je suis allée voir, c'est à tous les jeudis. Donc, du 22 juillet au 9 août, à tous les jeudis. Moi, je suis allée voir l'organisation Filminicide. Je vais alors ce jeu de mots-là. Donc, c'est des films faits par les femmes pour les femmes. C'est des films féministes. Et c'était, il y a autant du documentaire que de la création, que de l'expérimental. Et c'était vraiment très, très, très intéressant. J'ai beaucoup ri. Il y a eu des perspectives que je connaissais pas, qui ont été filmées dans d'autres pays, des trucs que j'aurais pas vus non plus. Donc, il y a beaucoup de diversité dans la programmation. J'étais vraiment très contente parce que la semaine prochaine, c'est Haïti en folie et le Festival international du film Black de Montréal. Oh, cool.
donc le 29 juillet. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant aussi. Il va y avoir une soirée pop, une soirée Fantasia aussi. Donc, vous pouvez aller sur le site de Cinéma Urbain pour voir la programmation, mais si vous voulez aussi, si vous êtes à l'extérieur de Montréal, allez voir les organismes qui font des présentations, si vous voulez voir les films qu'ils offrent, qu'ils présentent. Excuse-moi, je ris en direct. Semblant que je vois pas Laurent qui entre et sort. Laurent ben de la misère à rentrer aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe de son côté, mais on va attendre là. Ouais. J'essaie de. On fait ça en direct, c'est bien difficile. C'est correct. Donc, ce que je voulais faire, c'est que oui, c'est vraiment très, très intéressant. Il faut réserver en ligne, par exemple. C'est gratuit. J'ai oublié de dire que c'est totalement gratuit. Donc, il faut réserver pourquoi? Pour sa place? Il faut réserver sa place parce qu'il y a un maximum, surtout à cause de la COVID, mais je pense que c'est le maximum 250 personnes ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez sur le site Cinéma Urbain, sur leur page Facebook, vous réservez vos billets complètement gratuitement. Les grilles ouvrent à 17h, présentation commence à 9h, ça finit à 11h. C'était le fun, tu vois la réaction des gens, t'es dehors, tu vois des films que t'aurais peut-être pas vus, des documentaires, tout ça. Donc, c'est une belle présentation. Pour les gens de l'extérieur de Montréal, vous pouvez aller sur leur site, voir les documentaires ou les films qui sont présentés. Parce que souvent, ils sont gratuits, gratuitement en ligne, ou connaître ces organismes-là. Génial, merci. Ouais, ça a l'air super cool. Quand tu m'as dit que tu allais là, j'ai pensé à Jared parce que je sais que Space avait organisé des projections dans ce parc-là dans le passé. Mais là, ça a bien à donner que c'est encore lui. Oui, il avait fait des présentations de films plus pop, là, comme un peu les Goonies, Ghostbusters, puis tout ça. Mais puis, il y a Jared qui a fait une présentation au début, tout ça. Donc, c'était vraiment très intéressant. J'ai une nouvelle qui vient de tomber. Ouais. Oh my God, breaking news. Laurent nous a écrit. Il a dit « Voyons, esti, j'aurai beau, ça sera pas long. » Donc, voilà. Merci, Justin. J'en profite parce que tu as parlé de Fantasia, de faire une petite plug. Fantasia revient cette année. Moi, j'ai le plaisir, on m'a demandé d'être un des juristes pour les Fantastiques Week-ends du cinéma québécois qui comprend des courts-métrages et longs-métrages québécois. Donc, c'est mon ami Rémi Fréchette, dont on vous parle souvent à l'émission, avec qui je fais bifurcation. Rémi! J'aime ça, tu pourrais le dire tout le temps à chaque fois qu'on parle de Rémi maintenant. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis sûr qu'il va apprécier. Peut-être tes voisins moins, mais lui, oui. Mais il me l'a demandé, puis je suis très content. Ça me permet aussi de garder un pied dans la place. Là. C'est sûr que cette année et l'année dernière, on n'a pas été en mesure de produire le show de Fantasia pour lequel j'ai travaillé souvent, ça fait plusieurs années, qui est diffusé en ligne sur ma TV. Mais ouais, fait que ça va être... allez jeter un coup d'œil à la programmation qui a été dévoilée la semaine dernière. On va sûrement en voir parler. D'ailleurs, la semaine prochaine, en début d'émission, on va recevoir Nicolas Archambault, qui est un des programmateurs de Fantasia, pour venir parler de différents films qui sont projetés durant cette 25e... En fait, c'est ça, c'est pour les 25 ans de Fantasia cette année. Et Nicolas, vous le connaissez si vous suivez le show depuis longtemps. C'est un ami de longue date et aussi un collègue du temps que... encore un collègue de Fantasia. Moi, de mon côté... des petits trucs vraiment rapides, mais je vais passer par ça parce que je voulais garder mes BD dont je voulais vous parler pour Laurent. Laurent, qui est un grand amateur de bande dessinée, je garde ça quand il va être en mesure de pouvoir se connecter. Mais je voulais pas passer à côté de deux grosses nouvelles super importantes qui sont sorties la semaine dernière. Hein? Vous avez vu ça passer? Star Trek. Ouais, Star Trek. Exactement. Je vois pas comment vous pouvez passer à côté. D'ailleurs, je suis surpris que personne s'est empressé de prendre la nouvelle pour en parler cette semaine. Mais il y a une nouvelle série et une deuxième saison d'une série qui a déjà été diffusée l'année passée, qui ont été dévoilées. On a le droit tous les deux à des bandes annonces. Donc, la première production, c'est la deuxième saison de Star Trek Lower Decks qui s'en vient, qui va être disponible à compter du 12 août 2021. Ça, c'est le cartoon, ça. Ça, c'est le cartoon. Donc, c'est Rick and Morty rencontre Star Trek. Et donc, si vous êtes un fan invétéré de Star Trek, il y a énormément de clins d'œil à l'univers de Star Trek. C'est franchement un petit bonbon. C'est super le fun. Je vois que Laurent commente dans les commentaires en direct qui dit au moins je manque le bout de Star Trek, si tu veux. Mon tabarnak. Je vais présenter à tout le monde. Voilà, c'est ça. Bon, mais attends, Laurent, j'ai quelque chose pour toi après. Connecte-toi, j'ai quelque chose pour toi. Donc, Star Trek Lower Decks, 12 août. Au Canada, c'est disponible sur Crave. Si vous avez Crave, pas besoin d'avoir l'espèce de plus qui coûte 100$ supplémentaire. Là. Le forfait de base, ça fonctionne. L'autre, c'est le premier aperçu, la première bande-annonce de Star Trek Prodigy, qui est une nouvelle série d'animation de synthèse cette fois-ci. Et c'est destiné à un public jeunesse, donc un public un peu plus jeune. Ça regroupe un genre de... En anglais, on dit un groupe de ragtag, donc des underdogs, un groupe disparate.
qui vole le USS Protostar, qui est un vaisseau de l'univers de Star Trek que l'on ne connaît pas encore. Ça va marquer aussi le retour de Kate Mulgrew, qui a incarné dans Star Trek Voyager Catherine Janeway. Là, on est dans une série d'animation, donc elle va prêter sa voix. Et Kate Mulgrew qui a joué entre autres dans Orange is the New Black dans les dernières années. C'est une très bonne actrice. Ouais. La série va être produite par Kevin et Dan Ageman qui ont travaillé entre autres sur Trollhunter et Ninjago. Donc, se sont démarqués dans l'animation. Il y a une sortie qui est prévue pour l'automne. On n'a pas de date. Et c'est pas confirmé que ce sera sur Crave, mais habituellement, les nouvelles productions de Paramount Plus, qui est le gros système de flux en continu aux États-Unis, qui prend les propriétés de Paramount et de CBS, se retrouve sur Crave. Donc, ça risque d'être là, mais il n'y a pas de confirmation pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait autre chose? Sinon, toi, tu as un truc? Moi, je peux faire mon dossier Jackie Chan. Ouais, ben oui, c'est ça, t'en avais parlé. Tu l'avais teasé dans les dernières semaines. Yes. Ouais, puis je me suis dit, je vais le faire tout de suite parce que si je le tease tout le temps, je vais me mettre de la pression, puis ça me tente pas. Là. Je veux juste vous parler de films de Jackie Chan pour Qu'est-ce qui t'a allumé, premièrement, pour parler comme ça de Jackie Chan? Je pense, je sais pas, j'avais un goût un soir d'écouter quelque chose qui mélangeait des cascades qui n'avaient pas de bon sens, de l'action, puis un peu d'humour. Puis je me suis dit, il me semble que Jackie Chan, ça filerait ça, tu sais. Puis, fait que, c'est ça, je me suis... Mais l'affaire, c'est que je suis vraiment pas un expert en Jackie Chan. J'en avais pas vu beaucoup avant de commencer ça. Tu sais, je pense Rumble in the Bronx dans le temps, puis je suis même pas sûr j'ai vu les Rush Hour, puis... attendez, en partant de Rush Hour, on va voir si Laurent peut rentrer. On parle de Zizanie dans le Bronx. En parlant de Zizanie dans le Bronx, est-ce que Laurent, tu nous entends? Oui, mais pas par la bonne place. Là. Oui, c'est ça le problème. Là, on va faire du troubleshooting live. Ça va être super radiophonique. Tu vas dans ton écrou en bas à droite. Et là, tu choisis ton input et ton output. Donc, les deux, c'est ton Scarlett. Vas-y, Laurent. T'es capable. Là, je m'entends dans le feedback. C'est vraiment gossant. Mais on a 57 ans, tu sais. Ça marche-tu, là? Oui, ça marche. Oh yeah! Bon, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu reformaté ton ordi durant tes vacances? Non. Écoute, je l'avais pas ouvert depuis 2 jours, I guess. Puis là, il a décidé d'installer les mises à jour. Là. Pour les gens qui écoutaient live, t'arrêtais pas de popper puis de sortir de là. Oui, je sais, mais là, mon fil de connexion, il était mal plugué. Bon. Puis là, le son, il marchait pas. Puis là, je me suis dit, je vais rebooter tout ça, tabarouette. Puis là, il a installé les mises à jour. Fait que là, c'était long. Mais là, t'as manqué le bout de Star Trek, Laurent. Quelle galère. Mais j'ai quelque chose pour toi après, tu vas voir. Mais on va laisser finir Simon avant qu'il nous fasse son fameux dossier sur Jackie Chan. Jackie Chan, Oui, il arrive juste à temps. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que, puis il y a comme 2-3 ans, je pense que j'avais commencé Police Story, puis j'avais été vraiment fasciné par la scène d'ouverture, qui est de l'action qui n'a pas de bon sens. Mais après, il y avait comme de l'humour, puis une fille qui mange un gâteau d'en face, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce que j'écoute? C'est particulier. Fait que là, j'ai comme arrêté, puis je suis pas retourné, puis sauf que là, je savais à quoi m'attendre. Puis là, j'ai commencé avec un random. J'ai commencé avec Dragon Forever, qui est sorti... Dragons Forever, excusez, qui est sorti en 1988. C'est réalisé par Sammo Hung et c'est... ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu plusieurs films mettant en vedette ce trio-là. Jackie Chan, Sammo Hung et Yoan Biao. Puis là, c'était mon premier, fait que j'ai beaucoup aimé ça. Puis, tu sais, il y a des batailles incroyables, il y a de l'humour niaiseux, puis c'est vraiment un drôle de mood, ces films-là. Le ton est un peu all over the place, mais c'est pas grave, tu sais. Il y a le méchant qui fait des pirouettes en gardant son cigare dans la bouche, puis je sais pas, il y a plein d'affaires, puis fait que là j'étais super content, puis j'étais comme je vais en écouter plein d'autres, fait que c'est ça que j'ai fait. Après j'ai écouté Wheels on Meals. Là pour les puristes, oui, j'ai écouté les versions anglaises parce que ça me faisait rire. Okay. C'est du dubbing un peu boboche, mais c'est pas grave. Surtout une couple de films que le personnage s'appelle Jackie Chan. Ah ouais. Quand il s'appelle pas comme ça pour vrai. Tu sais, quand le traducteur il est payé à l'heure. Ouais.
C'est ça, Wheels on Meals, c'est aussi avec les trois, Jackie, Samo et Yuen. Mais là, ça se passe à Barcelone. Jackie et Yuen ont un food truck. Puis ils portent du linge sport, puis là, ils veulent protéger une fille qui est une princesse qui s'est comme enfuie. En tout cas, il y a un moment donné où ils font du skate, puis j'étais comme content. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Ça cabotine beaucoup, mais il y a un showdown dans la fin, dans un château, où Jackie Chan pète la gueule à un certain Benny Urquidez. C'est comme un Mario Bros en skate qui se bat. Ah, ouais, c'est vrai. Genre. Ouais, il faut qu'il sauve la princesse, il y a un château à la fin. Puis, ben, c'est ça. Il était bien de fun, il était un petit peu moins marquant que l'autre d'avant, mais quand même. Là, après, tu sais, j'ai parlé à Yohan, puis Yohan, il capote sur les films de Jackie Chan. Il connaît tout. Ouais. Puis là, il m'a suggéré, c'est Rip-Off d'Indiana Jones. Donc, le premier qui est Armor of God de 1986, qui aussi est connu sous le nom de Opération Condor 2, Armor of God. Mais celui-là est ressorti... Non, en fait, ça c'est le premier, mais le deuxième qui s'appelle Armor of God 2, Opération Condor, est sorti sous le nom Opération Condor. Fait que là, c'est comme un... Ah, c'est compliqué. Fait qu'on a eu le 2 en Amérique du Nord. Le 2, c'est le premier. Exact. Ouais. Ouais, ça arrive. Ouais. Mais c'est ça. C'est son rip-off d'Indiana Jones. C'est réalisé par Jackie Chan. Il y a une scène au début où il saute puis il se pogne après une branche. Puis dans le film, évidemment, tout se passe bien, mais dans la réalité, il est tombé, il s'est fracassé le crâne, il a failli mourir, le tournage a été reporté, et ça a pas l'air être le fun. Mais c'est Jackie Chan contre un genre de culte satanique, mais on dirait qu'au début, il y a de l'action, puis là, c'est super long avant qu'on sorte un peu du cabotinage, de l'humour. Puis comme vers la fin, quand ça recommence à devenir intéressant, il est un petit peu trop tard. Mm-hmm. Mais puis à la fin, il se bat contre 4 filles. Mais ça a l'air que c'était supposé d'être contre juste une et c'était supposé être Cynthia Rothrock. Ah, la fameuse star des d'arts martiaux américaine. Exact. Et à cause que le tournage a été reporté, ben là, ça n'a pas marché parce qu'elle a fait un autre film. Elle pouvait juste être remplacée par 4. Exact. Exactement, man. Donc après, j'ai écouté Opération Condor de 1991. Et là, c'est Jackie qui doit trouver de l'or nazi. Puis là, il se fait poursuivre par des mercenaires. Puis là, il est avec 3 filles. S'ensuit une course folle. Les cascades là-dedans, ils ont pas de bon sens. Qu'est-ce que tu veux dire, par exemple? Ben, à un moment donné, il y a comme une poursuite. Il y a un char ou plusieurs chars qui poursuivent Jackie Chan à pied. Et à un moment donné, Jackie Chan se retrouve dans une espèce d'usine de boîtes de carton. Il s'accroche après une poutre en haut. Puis là, il y a un char qui... On sait pas trop comment, mais il jump pour le frapper. Puis là, lui, il réussit à faire une pirouette pour éviter la voiture qui est dans les airs. Comment tu fais ça quand t'es dans les airs? Il était accroché après la poutre. Ok, je vois. Oui. Étape numéro 1, il faut que tu sois Jackie Chan. Ouais, oui, c'est c'est bon. C'est pas ça à la maison. Ça arrivera pas. Mais pour la poursuite de char, pour la finale, il est clairement meilleur que le premier. Puis c'est ça. Après, j'ai écouté Project A de 1983, un autre film réalisé par Jackie Chan, mais avec les deux autres, là, Samo et Yuen. Et là, ça se passe à la fin du 19e siècle. C'est la police et des marins. Puis là, les marins doivent devenir la police. Puis là, ça prend du temps à partir. Puis il y a des pirates. Puis... OK, ouais. C'était comme bon. Surtout pour la fin, mais à un moment donné, tu perds intérêt à qu'est-ce qui se passe, tu sais pas trop. C'est tellement de genres différents. T'as de l'humour, mais t'as aussi du drame. Tous ces films, c'est ça. Mais... Là, c'est too much?
Ouais, c'était comme pas intéressant. Puis je me suis rendu compte que j'aime beaucoup mieux un Jackie Chan dans une époque contemporaine que dans un film d'époque. Puis, fait c'est ça. Je sais qu'il y a une suite à Projet A que je vais sûrement écouter éventuellement, mais... Projet B. Excusez-moi que je le fasse. Ouais. Après, j'ai réécouté Police Story. En fait, là, je l'ai écouté au complet. Tu sais, mon genre de marathon de Jackie Chan, j'ai presque commencé avec un film qui s'appelle The Protector. Quand je l'ai parti, là, ça disait réalisé par James Glickenhaus, qui est un gars qui a fait des films d'action américains. Puis là, j'étais comme, hein, qu'est-ce que c'est? Quoi? Puis là, j'ai comme catché que c'était avant Rumble in the Bronx, c'était un essai de faire un film américain avec Jackie Chan, pour qu'il puisse faire des films aux États-Unis. Mais ça a comme pas pogné, puis lui, il a pas aimé le film. Fait à cause qu'il a pas aimé le film, puis comment ça se passait, il a décidé de faire Police Story. Il s'est dit, je vais vous montrer c'est quoi de l'action. Et calice que oui. C'est pas le bout où il est dans un centre d'achat à un moment donné, puis il se pogne après un poteau, puis je pense qu'il tombe de 7 étages. Là, c'est ridicule. Ouais, puis il s'est ouvert les mains, puis tout ça. Mais c'est ça, la scène au centre d'achat à la fin, elle n'a pas de bon sens. Tu sais, t'arrêtes pas de dire, ben voyons donc. Ouais, il y a beaucoup de budget de fausses vitres dans ce film-là. Crime, oui. Puis tu sais, c'est parce que aussi, c'est ça, faut que tu passes à travers les scènes d'humour où il y a la fille avec le gâteau d'en face, puis lui qui jongle avec des téléphones. Ouais, mais là, depuis tantôt, tu dis ça comme si c'était pas bon, ces bouts-là, mais c'est excellent, ces bouts-là. Ça dépend. C'est aussi pour ça que j'aime Jackie Chan. Mais c'est parce que ça dépend. Combattant et cascadeur, mais c'est drôle, là, le bout des téléphones. Ben ça, c'est ton opinion. Moi, ça dépend. Il y a des fois, je trouve ça cute, mais on dirait que je trouve ça file comme un Godzilla, les films de Jackie Chan. T'as comme des scènes de bureau, puis là, t'as la bataille, puis c'est ça que t'attends. Oui, mais là, les scènes de bureau sont drôles, au moins, ils sont pas comme un calvaire nécessaire. T'es quand même diverti, mais d'une autre façon. Pour toi, mais... C'est en train de dire que j'ai un humour de merde, Chen. C'est ça qui se passe? Non, je te dis qu'on est différents. T'as une belle naïveté, Laurent. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus cynique. Mais il y a 4 téléphones, puis là, il a pris des fils. C'est bon, là. Ben, ce qui est génial... Mais c'est bon! Mais c'est parce que juste avant, il est en train de s'accrocher après un esti d'autobus, puis il y a du monde qui passe à travers des vitres, puis là, j'étais comme, Chris, je veux revoir ça, puis là, je suis comme, il parle au téléphone, puis il se pogne avec sa blonde, c'est comme, j'aime ça, mais pas dans ces films-là. Non, c'est pas vrai. Je m'exprime très mal, là. J'aime ça, mais pas au point que toi, peut-être. T'aimes ça? Puis... J'aime quand même beaucoup ça. Ben, c'est ça. Je pense que t'aimes ça égal. T'sais, moi, je suis comme... Ouais, c'est correct. J'ai hâte qu'il arrive quelque chose à un moment donné. Ça a quand même un bon côté, cette scène-là. Ça a amené la fameuse annonce de Belle avec Benoît Brière. Là. Ah, c'est drôle. Hey, T'as-tu drôle, cette annonce-là? Ben oui, t'as pas vu ça dans le temps. Jongler avec des téléphones, puis là, lui, il était déguisé en madame. On riait. Les années 70. 90. Là. Mais avec ce qui se passe. Cette analogie. Ouais, comme là, ça me fâche encore plus que Sister Act 2, ce que vous faites. Oh my God! Oh mon Dieu. Mais voyons donc. De toute façon, il n'y a pas de polémique autour de Sister Act 2. C'est juste un mauvais Sister Act. Ben, j'ai écouté aussi Police Story 2 de 88. Ce qui est aussi bon que Sister Act 2 ou il est pas mal meilleur que Sister Act 2. Ben oui. Il est moins bon que Police Story 1. Mais. Le 2 était moins bon que le 2. Oui, OK. Fait que voilà. C'était... c'est ça. Je sais plus quoi dire. Moi, je veux savoir si t'as écouté le cartoon de Jackie Chan. Je l'écoutais dans le temps, en fait. Ah, ouais. Parce que moi, je me souviens juste d'avoir revu les bouts. Est-ce que je pense qu'il vient au Québec ou il parle à quelqu'un de québécois, puis c'est vraiment une c'est pas Johnny Depp est un policier québécois, là. C'est vraiment quelqu'un de québécois qui parle. Je me souviens plus c'est quoi, puis j'étais comme quoi? Je me souviens pas. Vous allez le retrouver. Moi, je voulais savoir si tu avais essayé le film qui vient d'apparaître sur Netflix avec Jackie puis Arnold, qui s'appelle Iron Mask. Non, j'ai pas essayé ça.
Je suis très intrigué, mais c'est peut-être c'est peut-être un film d'époque. Fait que peut-être que c'est moins ta vibe. Attends, c'est vrai ce que tu viens de mentionner? Oui, c'est récent. Là. C'est un film de 2019. Ça s'appelle Iron Mask. Jackie Chan et Arnold dans le même film. Je comprends pas pourquoi on n'entend pas plus parler. Déjà, juste ça, me semble, c'est hot. Je sais pas s'ils se battent un contre l'autre. J'ai pas osé. Sûrement au début. On dirait que je peux pas regarder ça tout seul. Genre, ça me prend des amis. Non, je comprends. Puis là, en ce moment, c'est difficile. Mais t'allais dire, Simon? Est-ce que dans le cartoon, quand Jackie Chan rencontre le Québécois il dit bon, Yen, le gigot est ben trop cuit. Non, mais ça ressemble à ça. Il y a une chemise carottée, hein? Ouais. Il doit avoir... Bon, Yen, le gigot est ben trop cuit. On dit tout le temps ça. On n'arrête pas de dire Ici, ça. on dit tout le temps ça. Tout le temps. Laurent, t'avais fini, Simon? Ouais. OK. Laurent, qu'est-ce que t'avais de ton côté? Mais en fait, je voulais savoir si, Simon, tu continuais. Si tu vas Oui. écouter d'autres. Oui, je vais continuer. C'est ça qui m'impressionne, c'est qu'il y en a tellement. Tu sais, il y en a 2-3 par année, là, puis il s'est pas tué. Non, c'est ça. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. C'est surtout ça qui est impressionnant. J'aime bien les montages à la fin de ces films, là, pour te montrer comment il s'est cassé tout le corps. Puis qui rit là, après, pareil, il fait des faces drôles. C'est vrai, j'ai un bloopers. C'est là, d'habitude, que je fais comme... T'sais, on dirait que pendant le film, je le réalise pas. Je suis comme, ouais, ils se battent, tu sais. Puis là, c'est comme rendu au générique à la fin. Je suis comme, attends, tu raidais vraiment en moto sur un train en marche? Ouais. Pourquoi? Qui fait ça? Genre, là, je suis outré, genre, que Jackie des Chan. gens font ça. Le monde praise bien Tom Cruise là, pour ses petites cascades dans Mission Impossible, là, mais écoute, là. Jackie Chan, petite calice. Jackie, c'est le real MVP. Ouais. Laurent, qu'est-ce que t'avais de ton côté? Parce qu'après, j'ai une surprise pour toi. Une surprise. Ah oui. C'est excité. T'as manqué Star Trek. J'ai une nouvelle de quelqu'un de mort. Bon. Quelqu'un d'assez vieux pour faire un mort. Ceci dit, Henri Verne est décédé Drôle de formulation. dimanche passé. Non, mais je dis ça parce que le monsieur, il est mort dimanche passé. Il était né en 1918. Il allait avoir 103 ans. Wow. Henri Verne, si ça ne vous dit rien et que vous n'avez pas eu la même enfance que moi, parce qu'il m'a beaucoup formé dans ma préadolescence, c'est le créateur de Bob Moran. Pour lequel il existe plus de 200 romans et 80 bandes dessinées, ainsi que 2 dessins animés et... oui, on l'appelle d'ailleurs d'autres le Jackie Chan de la bande dessinée. Hein? C'est oui, un fait connu. On dit ça, tout le monde dit ça. Ça, puis les ouais. gigots. Voilà, donc je sais pas si vous êtes familier avec Bob Moran. Non, c'est... Parce que moi, j'ai lu ça en tabarnak. J'en lisais beaucoup. Je pense que mon grand frère en lisait, puis je lui empruntais, puis j'ai commencé à lire ça comme ça. Juste la toune d'Indochine. Je savais qu'il y avait quelqu'un ici qui allait me parler de ça, puis je veux pas qu'on parle de ça. On peut la... C'était quoi l'air, Simon, déjà? Quel excellent band, hein? Mais avec plus de faussage. Bon, je l'ai tellement. C'est vrai, t'aimes pas ça, Indochine? Non, c'est pour ça. J'ai Indochine avec C'est ton passion. Foo Fighters? Ouais. Ben, Ouais. genre, toi, je pense que c'est un jeu aimé haïr les Foo Fighters. Non, j'ai Est-ce que t'es haï pour vrai, genre? Mais j'aime Dave Grohl, mais j'haïs cette band-là, genre, pour mourir. Je veux rien savoir. Pourtant, Je c'est comprends très pas pourquoi ça Blink existe. comme tune. Hey, là, wow! Mais ouais, donc, moi, j'ai beaucoup lu ça. Écoute, c'est ça, c'était des bons romans. Ça tirait un peu partout. D'ailleurs, je lisais qu'au début, c'était une collection chez Marabout dans laquelle il sortait une nouveauté par semaine. Pas tout le temps des Bob Moran, mais il y avait genre un Bob Moran aux 2 mois. C'était quoi, c'est un aventurier, Bob Moran? Ben, c'est ça, c'était Comme la toune un d'Indochine. aventurier au sens large parce que, tu sais, ça, selon les épisodes... J'ai manqué ta blague, Simon? C'est comme la toune d'Indochine. Ouais, ben oui, effectivement. Effectivement. Comme déjà, ça me passe d'une oreille, ça me sort de l'autre. Quoi? C'était une référence d'Indochine? J'ai pas entendu. Mais ouais, tu sais, c'était de l'aventure, mais il y avait aussi de la science-fiction, de l'espionnage, de, tu sais, tout dépendant des aventures, il y avait bien des affaires. Là. Il allait bien dans l'espace, il y avait des savants fous immortels, puis des fois, il voyageait dans le temps pour chasser des dinosaures, mettons. Bon. Tu sais, j'aimais bien ça. Demande puis, pourquoi.
Ouais, ben, il y avait des dinosaures, entre autres, puis des extraterrestres. Mais ouais, fait que c'est quand même une œuvre impressionnante qui a formé beaucoup de gens, si je pense encore aux vieux bonhommes qui passent à la librairie chercher des Bob Moran. Ça existe encore, mais je sais pas. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Je sais pas si c'est vraiment bon. Je pense que j'en ai tellement lu que je pourrais en écrire un très efficace moi-même. Là. Tu sais, c'est comme avec 1 ou 2 mois, il y avait quand même une recette puis un checklist là, de choses à mettre. Puis t'es comme, OK, tout est là. Voilà. Je signe mon nom en bas de ça. Fait que je pense que je pourrais en faire un assez efficace si on me demandait. Mais voilà. Bon. Y avait-tu des ghostwriters? J'ai pas envie de l'avoir nu. J'ai pas envie de le voir nu. C'est full bon, ce film-là. Qu'est-ce que t'avais dit? Qu'est-ce que t'avais dit, Marilyn? Excuse-moi. Attends, oui, qu'est-ce que t'allais dire? Oui, toi, qu'est-ce que t'avais dit? J'aimerais ça Indochine. J'aimerais ça Indochine si c'était pas du chanteur. J'ai vraiment le chanteur d'Indochine. Les c'est vraiment ça qui se passe. Hein? Les chanteurs d'Indochine? Il y a des chanteurs d'Indochine. C'était Puis deux ils font frères. tout égal? C'était 2 frères, puis il y en a un des 2 qui est mort dans un accident. Ah, ben, je savais même pas ça. Out. Ben, je l'ai peut-être même s'il est mort, écoute. Tabarnak. Volo. Ben non, mais là, je sais pas, je savais même pas. Bon. Je peux-tu y aller pour ma surprise pour Laurent? Oui. Parce que Laurent, t'as manqué Star Trek tout à l'heure et je t'ai vu commenter dans le chat en direct. On vous rappelle qu'on diffuse les lundis en direct sur Facebook, YouTube et Twitch. Mais je ne l'ai pas pris. Et puis, j'ai pas d'autres nouvelles de Star Trek pour toi pour l'instant, mais je vais en garder la prochaine fois que je vais en parler. Je vais m'assurer que tu sois présent. Je vais les garder pour la fin. Bon. Mais je vais pouvoir te parler, Laurent, toi qui es libraire, d'une édition d'Urban Comics, comme on m'a fait parvenir, la collection de Black Label Hill House, qui est maintenant disponible, les 2 premiers, chez Urban Comics, qui est un éditeur qui travaille à la traduction et l'édition des volumes de DC Comics. Pour mettre juste un petit peu la table là, pour les gens à la maison, DC Black Label, c'est une étiquette où on va publier des mini-séries, ce qu'on appelle en anglais des stand-alone, des histoires où on va retravailler l'origine de certains personnages, on va dévier un peu les événements de leur canon. Ce n'est pas canon, donc vous pouvez lire une histoire de Jeff Jones ou Sean Murphy, puis ça n'affecte pas le reste des titres des DC Comics, et c'est destiné à un public plus adulte. Donc ça, c'est sorti en 2018 en anglais. Et en 2019, ils ont sorti un truc qui s'appelle DC Black Label Hill House, qui est curaté par le romancier, auteur de romans et de comic book, Joe Hill, qui a entre autres travaillé sur Lock and Key, il a fait Horns, Nosferatu, Fireman. C'est un auteur d'excellence. Rien n'envie à son papa, Stephen King. En fait, le talent pleut dans la famille. Toute la famille au complet écrit ou presque. Et là, ils ont commencé, c'est ça, il y a eu cette sous-étiquette-là, sous Black Label, qui s'appelle Hill House. Les 2 premiers titres sont sortis en français. Je pense, Laurent, tu me disais qu'ils étaient disponibles d'ailleurs en librairie. Et là, je vais vous parler de la première, en fait, du premier volume. Pour la petite anecdote, j'ai reçu les volumes en service de presse, donc je n'ai pas eu à payer pour, mais on m'a rien demandé. Il n'y a pas eu d'exigence de « Hey, tu vas me faire une bonne critique ». Je n'ai jamais eu, en fait, ce genre de commande-là quand je parle de bande dessinée. Donc, soyez tenus pour avertis. Ça s'appelle « Basket Full of Heads ». C'est écrit, bien sûr, par Joe Hill, dessiné par Léo Max, qui a, entre autres, travaillé sur la série Lucifer, aussi du côté de DC. Ça raconte l'histoire de June, qui est une jeune adulte, dans la vingtaine, qui retrouve son copain Liam à la fin de l'été sur une petite île du Maine, hein, on voit les liens avec King, qui s'appelle Brody Island. Donc, Liam, son copain, était là en tant qu'assistant de police pour l'entièreté, pour l'été. Et là, elle le retrouve pour finalement sa dernière journée. Et il y a une tempête. La route, ou plutôt le pont vers le continent est endommagé. On ne peut pas revenir. Et il y a des prisonniers qui se sont échappés comme genre, tu sais, comme on les fait travailler là, pour les travaux communautaires. Donc, la police locale les pourchasse. Et pendant ce temps-là, Liam et sa copine June s'enferment et attendent que les événements se passent. Liam est kidnappé et June doit se défendre d'un des ravisseurs et elle finit par s'emparer d'une hache viking et lui tranche la tête. Donc, la personne qui essaie de l'attaquer. Nice. Donc, il y a du paranormal et le gars continue à vivre. La tête parle, réfléchit, n'a aucun contrôle de son corps. Et c'est là où la bande dessinée tombe un peu dans ce que j'appelle un mélange entre la série
Evil Dead, où tu as du gore, tu as du fantastique, t'as, en fait, ce qui pourrait être des zombies, et une enquête policière. Donc, c'est pas une histoire qui est 100% paranormale. La hache est presque secondaire à l'histoire qui va se dérouler. Et là, au fur et à mesure, June essaie de retrouver son copain Liam, qui a été kidnappé. Il y a une question de rançon, une question de quelqu'un qui est décédé avec de l'argent, qui a peut-être été qui a été dérobé. Et finalement, au fur et à mesure que June coupe des têtes, parce qu'elle va en trancher plus d'une, les criminels essayent de brouiller les pistes, et c'est elle qui essaie de démêler tout ça. C'est là où je trouve qu'il y a vraiment un mélange entre Evil Dead et l'histoire classique, disons, d'enquête policière, parce que les gens vont essayer de pas lui donner toutes les informations pour qu'elle comprenne ce qui se passe. Et ben, il y a le côté qui reste quand même gore. C'est vraiment divertissant. Le dessin de Léo Mas est vraiment génial. Je me sens dans un short story de King. Je me sens dans une short story qui se retrouvait dans les séries d'anthologie de Eerie et Creepy, et Tales from the Crypt. Ça promet pour l'étiquette, en fait. J'ai hâte de voir ce qui va sortir de là. Ce qui est aussi intéressant de l'édition de Urban, c'est que les 7 numéros font partie du volume. Super qualité papier. Franchement, c'est génial. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de la suite, ou plutôt du prochain volume de Joe Hill sous Hill House, qui s'appelle Plunge. Donc, c'est aussi une chose que je voulais mentionner. C'est une série anthologique. Donc, ce que Joe Hill écrit, c'est un volume, une histoire. Et il y a d'autres auteurs qui participent, mais ce n'est pas lié. Chacun a son propre univers. Et c'est franchement intéressant. Donc, j'ai beaucoup apprécié la série. Et Simon, la semaine prochaine, je te rassure, Plunge a peut-être des liens avec H.P. Lovecraft. Donc, vous voyez. Fait que peut-être que toi, peut-être, Laurent, tu vas aimer du DC. Par la bande, mais tu vas aimer. Oui, mais moi, c'est l'univers super-héroïque de DC qui me laisse de marbre après ça. Justement, j'ai un autre volume à t'en parler tout à l'heure. Donc, pour ça, je gardais ça pour toi. Fait qu'est-ce que t'as quelqu'un qui avait autre chose? Je pense que Laurent, t'avais un dernier truc. Ah oui. Avez-vous parlé de Samuel Quentin? Non, mais son film, là, a été financé. Son film, ses films, je vais en parler parce qu'il est en feu du côté du cinéma, notre ami Sam, qu'on a reçu à l'émission en début d'année. Dans l'épisode de Ben. Non, je vais ouvrir mon propre recherche. Samuel Quentin, nous, on le connaît pour la BD avec Ville et Misérable et White Horse. C'est Phobie des moments seuls, mais là, pour l'instant, il y a un court-métrage d'une 20aine de minutes qui a scénarisé, qu'on peut voir en ligne sur le site de Juste pour rire. Un film réalisé par Alec Pronovo. Ça s'appelle Maestro. Ça met en scène le Maestro de Magog, quelque chose du genre. What? Tout le temps, c'est ça, Samuel Quentin, c'est tout le temps des petits personnages avec une gloire pas si glorieuse que ça. Là. Ouais. Fait que je ne l'ai pas regardé encore, mais j'ai très confiance que ça va être formidable. On a annoncé la semaine passée, Téléfilm Canada a annoncé tous les longs métrages en français et en anglais qui allaient financer dans la prochaine année. Et il y a l'adaptation de Ville et Misérable qui sera donc menée en long métrage par Jean-François Leblanc avec scénario de Samuel Quentin. C'est très, très excitant. Et il y a aussi un autre court-métrage d'animation, celui-là, qui s'appelle Le Syndrome de la Tortue, qui est sans doute donc tiré de White Horse, qui est produit par l'ENF, qui fait partie des petits courts-métrages qui font d'animation avec des auteurs de bande dessinée. Là, il y en avait un excellent de Sviane il y a quelques années. Donc, ça sort bientôt. J'imagine, vu que c'est l'ONF, ça sera disponible en ligne. Mais là, il sera présenté en première au Fantastique Week-end du cinéma québécois à Fantasia, le 6 août au cinéma du musée et le lendemain en ligne, je pense, le 7 août. Puis dans la même soirée, on pourra aussi voir dans la même série de l'ONF le petit film de Richard Suicide adapté de son excellent livre aussi, des Chroniques du Centre-Sud. Oui, ben oui. Fait que je suis bien excité de voir tout ça. Puis le syndrome de la tortue, c'est basé sur le syndrome de la tortue qui est développé dans la BD White Horse. Ouais, exactement.
Ben, j'ose imaginer que c'est ça, à moins qu'il y ait de multiples syndromes de la tortue sous son chapeau. Ce qui n'est pas impossible, mais d'après moi, ça vient de là. C'est drôle, ça. OK. Fait que, watchez ça, puis allez checker, là, c'est ça. Pour l'instant, Maestro est en ligne sur Juste pour rire, mais je sais pas si ça le sera pendant longtemps, fait que brettez pas. Puis allez lire Ville les Misérables et White Horse, si vous avez la chance. Ouais. Puis comme ça, quand les films sortiront, vous direz, ouais, moi, la BD était meilleure. La BD était meilleure. J'étais là avant. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Ouais, c'est ça. Bon, t'avais-tu un dernier truc? Je vais te laisser parler parce que je parle beaucoup. Là. Tu parles beaucoup? Ah ben, je peux parler de livres que j'ai lus, moi aussi. Bon, est-ce que c'est d'ici? Non. Bon. OK. D'abord, j'ai ça ici. Ça s'appelle Nuit, couleur larme. C'est par un Espagnol qui s'appelle Borja González. Je sais pas trop comment... C'est une drôle d'affaire, là. Imaginez, mettons, graphiquement, ça ressemble à si Mike Mignola était une jeune fille gothique triste de 16 ans, mettons. Amen. Je sais pas. C'est dur à imaginer, mais c'est ça qui me vient quand je vois ça. Tu sais, le même genre d'atmosphère moody, mais tu sais, à la place d'être des gros bonhommes qui se tapochent, là, c'est vraiment, tu sais, c'est comme une jeune fille qui tient une librairie ésotérique dans une petite ville de marbre, puis là, elle se déguise en sorcière, puis elle décide d'essayer un des manuels, puis de caler un démon qui réalise des souhaits. Quand le démon arrive, c'est vraiment pas ce qu'elle pense. C'est genre une jeune fille aux cheveux roses avec un t-shirt de Pikachu qui est comme « Ah, voyons, j'avais dit que je voulais qu'on m'amène au Japon la prochaine fois. T'as-tu un Nintendo que je m'update dans les jeux vidéo? Ça fait longtemps que je suis pas sorti. » Là, comme, ah ouais, c'est quoi ton vœu? Puis là, la jeune sorcière est comme, je sais pas, en fait, je sais pas ce que je veux. Fait que là, il chill le démon puis la sorcière, genre, puis c'est un peu moody puis c'est triste, tu sais, genre, c'est ça, wow. C'est comme vraiment une drôle de zone, un peu onirique, mais j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment comme un drôle d'amalgame que j'avais pas vu ailleurs. Fait que c'est ça, c'est chez Dargo. Génial. Aussi chez nos amis de la boîte de diffusion. Yes. Et sinon, j'ai lu ça ici, ça s'appelle Joe la pirate, qui est basé sur une madame qui s'appelait Marion Barbara Carstairs, que je ne connaissais pas du tout et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est comme vraiment un destin grandiloquent, spectaculaire. Là. J'imagine que peut-être dans les milieux queer, cette personne-là est connue comme une icône butch. Parce que c'est ça, et comme née en 1900, elle s'est toujours habillée en homme, très séductrice. Elle a daté plein de genres d'actrices de cinéma et de théâtre des années 30 et 40. Elle a été championne de course de bateau de vitesse. Elle a fait la Première Guerre mondiale. Elle possédait une île aux Bahamas qu'elle a comme dirigée de main de fer, c'est genre ferme, mais humaine aussi. Puis c'est comme, tu sais, à chaque chapitre que je lisais de ce livre-là, je suis comme, voyons, comment ça... Pourquoi personne connaît cette personne-là? C'est genre chaque étape d'un destin vraiment. Ben oui, j'ai des petits doutes. Des doutes, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas un film, il n'y a pas de quoi, mais en tout cas, là, il y a une BD. Puis je trouve ça vraiment fascinant. Puis, tu sais, j'ai cherché après, je suis comme, voyons, on me niaise-tu, tu sais? Puis non, cette personne-là a bien existé. Il y a une page Wikipédia et beaucoup de photos sur l'Internet. Fait que je suis comme très fasciné par ce destin. Il y a des personnages comme ça historiques, des fois, c'est tellement trop que tu te demandes si c'est embelli par les années ou la légende. Puis, à un moment donné, je lisais sur comment le LSD a commencé à circuler aux États-Unis. Puis une des personnes qui était un des pushers de LSD principaux aux États-Unis à l'époque, que c'était légal, puis qu'il y avait beaucoup d'études sur les substances avant le renouveau dont on jouit en ce moment. C'était un dude qui portait tout le temps une arme sur lui, chrétien mystique conservateur. Un genre d'énergumène. Et c'est le gars qui a instauré le principe ou les bases du principe de seeding quand tu prends des drogues hallucinogènes. Donc l'idée que l'environnement doit être mis d'une certaine manière pour influencer ton trip, genre. Ah ouais. Puis il était peut-être aux ordres de la CIA ou pas. C'est fucked up. J'ai oublié son nom, là, mais c'est quand voyons, on dirait un personnage de film, là, ça n'a pas de sens.
Ben c'est ça, je pensais beaucoup. Je lisais la BD puis je pensais à genre Catch Me If You Can. Tu sais, comme des empilades de trucs abracadabrants comme ça. Genre, j'étais comme, voyons, tu sais, je veux bien croire que, mettons, elle laissait traîner le flou sur sa biographie. Là. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a des affaires vraies puis pas vraies puis que la réalité se mêle un peu avec la fiction. Mais, tu sais, overall, il y a quand même beaucoup d'affaires factuelles qu'on peut checker. Là. Fait que je suis comme... Même si la moitié de tout ça est vrai, c'est quand même impressionnant. Là. Est-ce que tu peux me répéter son nom? Le nom de la personne ou de la BD? Celle que tu es plus capable de prononcer les deux. Écoute, le nom de la BD, c'est Joe la Pirate. Elle s'appelait Marion Barbara Carstairs, comme dans Arrested Development. Fait que tape Joe la pirate puis va faire copy-paste dans le descriptif de... Mais si tu tapes Joe Carstairs, la plupart des infos que j'ai trouvées étaient sous ce nom-là. Cool. Super. T'as-tu autre truc, Laurent? Non, ça suffit. Excellent. Moi, j'ai un dernier truc, puis c'est là où je vais te faire plaisir, Laurent. Je vais parler encore de DC Comics, puis les éditions d'Urban. Ça, c'est un truc j'ai un truc avec lequel j'ai un petit peu de difficulté dans les dernières années du côté de DC Comics. C'est le canon. On n'arrête pas de jouer avec le canon, donc l'espèce d'histoire consensuelle de tous les personnages. Puis ça revient toujours à jouer avec les événements du multiverse, des événements de type Crisis, qui tout le temps en train de chambouler un peu le statu quo des personnages des super-héros de DC Comics. Puis ça c'est pas nouveau. Là. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Crisis on Infinite Earth, c'était dans les années 80, puis depuis, sporadiquement, ça revient tout le temps. Donc, c'est très difficile, déjà en partant, pour des nouveaux lecteurs, de se retrouver dans un canon qui est vieux de près de 80 ans. Et c'est d'autant plus vrai quand on fait référence à d'autres séries, d'autres événements qu'on n'a jamais lus. Qu'importe par où vous commencez, qu'importe pour quelle édition vous attelez, que ce soit Marvel ou DC, il y a des choses que vous n'allez jamais comprendre. Puis c'est à force de lire que vous allez commencer à faire des liens, à lire des trucs sur Internet, puis embarquer. Je trouve que c'est plus difficile du côté de DC. C'est notamment plus difficile, même si je suis vraiment bon en anglais, je trouve que des fois j'en perds. Et on avait lu à l'époque Batman Metal dans le cadre de l'émission, et je pense que personne n'avait rien compris de la série. J'ai lu ça, moi. T'étais peut-être pas là, je me souviens pas. Ou si t'étais là, t'avais beaucoup sacré. Et ça m'avait déçu. Tu vois, si je l'ai lu, j'ai aucun souvenir. Ça m'avait déçu parce que l'architecte derrière l'événement de Batman Metal, c'est Scott Snyder. C'est pas un mauvais écrivain. Au contraire, c'est un scénariste qui a travaillé sur Batman pendant 6 ans, entre autres avec Greg Capullo. Et j'ai eu la chance de mettre la main sur le premier de 3 tomes du côté d'Urban Comics de Batman Metal, où on va reprendre la collection des numéros de la série principale de Batman Metal et les séries ou les numéros number 1 dérivés, qui fait qu'une fois combinés, tu peux un peu plus comprendre ce qui se passe. Donc, non seulement les 3 volumes vont collectionner l'ensemble de Batman Metal, mais tout ce qui manque autour, les séries satellites, puis les trucs qui te donnent une image complète de la série. Et j'ai fini le premier tome, et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que le premier tome met surtout la table pour les événements de Batman Metal. C'est sûr que ça fait référence un peu à la run de Scott Snyder, ça fait référence aussi aux événements de la run de Grant Morrison qui a écrit Batman il y a plusieurs années. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on fait dans l'édition qui est curatée par Urban Comics référence à ces numéros-là, donc les originaux en anglais publiés aux États-Unis, et aussi aux collections qu'Urban eux-mêmes ont curatées. Donc, il y a moyen de se retrouver. Et ça, moi, en tant que lecteur, ça m'a énormément sécurisé. Et j'ai hâte de lire la suite parce que c'est des événements qui ont des répercussions encore aujourd'hui sur l'univers de comics de DC. Rapidement, là, pour résumer les faits, il y a, vous le savez, dans DC Comics, le multiverse, donc des terres parallèles, comme je le disais tantôt, avec des univers où des personnages ont des itérations. On parlait tantôt de Zod, ça, c'en est un, Earth 2. Donc, il y a ce multivers-là qui existe. Et dans Batman Dark Metal, on apprend en fait qu'il y a un côté sombre à ce multiverse-là, où tous les pires cauchemars, finalement, de l'univers se sont un peu concrétisés. C'est ni plus ni moins que l'enfer. Il y a des forces de cet univers-là qui essaient de pénétrer dans notre univers, et Batman est un peu la porte d'entrée. Ce mélange à tout ça, une mythologie liée à des métaux qui ont certaines vibrations, et ces vibrations-là permettent aux créatures du Dark Multiverse de faire le pont et d'arriver ici. Premier volume a seulement 2 numéros de Black Metal, donc on n'est pas dans le plein...
On n'est pas dans l'action pleine. Je pense que j'ai commencé à lire le deuxième, puis il y a beaucoup plus de choses qui sont développées. Mais c'est une bonne porte d'entrée. Puis, encore une fois, j'ai full apprécié le fait que à chaque début de chapitre, quand on rentre dans un single issue qui a été collectionné, on nous met le nom des auteurs, le nom de l'artiste du cover et le numéro dans lequel il a été publié à l'origine. Ça c'est le fun en tant que gars qui veut se retrouver. Puis, je pense, et je suis coupable de ça, il y avait un tabou à lire des trucs en français parce que je me dis, je suis un puriste, moi je lis en anglais, je comprends l'anglais, je lis tout le temps en anglais. Mais là, c'est tellement complexe comme événement, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. C'est clair que, et encore une fois, ça m'a rassuré. Donc, c'est le fun. Je vais pouvoir parler du tome 2 la semaine prochaine si tout va bien et du tome 3. Et si c'est possible aussi d'autres séries chez Urban qui ont été publiées. Je viens pour vrai de découvrir de quoi, puis une manière de renouer avec l'univers de DC Comics que je pensais qu'il plus pour moi qui était possible. Comme j'avais arrêté un peu d'en acheter, j'ai l'impression que j'étais trop en arrière. Puis c'était impossible pour moi de s'y retrouver. J'ai trop de choses à acheter. Ben, même si j'ai plusieurs titres à acheter, là, ils sont collectionnés dans les éditions d'Urban. Donc, je vous les suggère fortement. Super beau livre, d'ailleurs. Qualité papier excellente. Je suis vraiment vendu. Et tu vas m'entendre parler de DC dans les prochaines semaines, Laurent. Je suis désolé. T'es-tu en train de dire que tu vas lire 3 Batman en une semaine? Écoute, j'ai lu tellement la semaine dernière. Là. Je vais lire au moins le 2e tome. J'ai déjà entamé ma lecture. Puis le 3e la semaine prochaine. Puis, en plus, Plunge, dont j'ai déjà fini ma lecture. J'ai beaucoup lu, là. J'ai retrouvé mon rythme de lecture. C'est bon signe. C'est habituellement bon signe. Fait que là, il y a quelque chose de mal qui va m'arriver. C'est mon côté judéo-chrétien. OK. Est-ce quelque chose à rajouter, quelqu'un? J'avais une question pour ton Batman. Est-ce que c'est bien traduit? Oui, c'est très bien traduit. Ça, c'est une autre de mes craintes. Oui, merci pour la question. Il y a des expressions qui sont très européennes. Et ça peut irriter, ça peut gosser un peu au début, ça peut être achalant, mais tu passes au travers assez rapidement. Je préfère avoir des expressions qui sont typées européennes comme mec et autres là, que de ne pas comprendre ce qui se passe parce que c'est complexe. Mais tu peux t'y retrouver. C'est sûr qu'il y a un truc, tu sais, dans l'univers de DC, on appelle la force qui permet à Flash d'aller vite, le Speed Force. En français, on va appeler ça la force véloce. Puis je suis comme, calisse, ça me gosse. Mais tu passes au travail. Il y a des mots qui restent pas traduits. C'est pas cool, le français. Hein? C'est pas badass, le français. De force véloce. Mais il y a des mots qui restent, qui vont garder en anglais. Je sais pas qu'est-ce qui détermine ce qu'ils gardent en français, ce qu'ils gardent en anglais. Mais tu te retrouves là, en tant que moi, vraiment que t'es fan de DC, tu vas te retrouver. Puis pour vrai, ça me fait plaisir parce que là, je peux renouer avec un univers que j'aime quand même beaucoup. Et, en passant par ça. Ah oui, puis j'ai oublié de le dire à la fin. Si vous cherchez l'ensemble des volumes quand vous êtes à la librairie, vous gossez Laurent pour acheter des volumes, là, vous pourriez demander c'est quoi, c'est dans quelle série ça, cette affaire-là, c'est tiré de quoi? C'est tout écrit en dernière page de couverture. Ils sont quand même bons pour ça. Ils savent que ces mails-là, on a même reçu à la librairie des petits flyers là, de timeline de Batman, genre. C'est bien pratique. Ils ont comme compris comment le lecteur moyen essaie de se retrouver dans cette affaire-là, qui est sinon un bordel, puis c'est une belle job d'édition. Bravo à Urban. On va parler de vous autres les prochaines semaines. Très tight. Yes. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sinon? Prendre une petite pause, je pense que c'est le temps. On va parler de Cosmonite dans quelques instants. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, c'est grâce à ça qu'on existe. Si vous suivez modérément des podcasts, tout le monde a un Patreon. D'ailleurs, j'étais pas là la semaine passée, mais j'ai-tu compris que le Patreon nous servirait à acheter des grosses figurines de Galactus pour chacun d'entre nous? C'est malade, ça coûte 400$ américains. Moi, je pense que tu comprends ce que tu veux comprendre. Mais si vous voulez financer le Patreon des Mystères Étonnants et pas les figurines de Laurent, vous allez sur mystérieuxétonnant.com, vous cliquez en haut à gauche, il y a un bouton qui est marqué « Faire un don », vous cliquez là-dessus, ça vous amène votre Patreon. Vous pouvez donner pour 1 mois, pour 2 mois, arrêter, recommencer comme vous voulez. Il y a des gens, des fois, qui donnent pendant 1 mois. Ils arrêtent, puis on les retrouve 3 mois plus tard. C'est parfait. Tous les dons sont réinvestis dans les activités des Mystérieux Étonnants, l'hébergement, les logiciels. Il y a beaucoup de choses. C'est assez surprenant à quel point. Des quoi? Non, il n'y a pas de Blu-ray, il n'y a pas de figurine. Donc, merci à tous ceux et celles qui donnent. Vous êtes plusieurs, d'ailleurs, à avoir donné, à nous avoir continué à nous encourager durant la pandémie, durant l'été. Une période d'accalmie durant l'été, mais les gens, en ce moment, sont très généreux, donc c'est très apprécié. En échange de votre contribution, vous avez 2 shows exclusifs aux membres Patreon, dont Bifurcation. En ce moment, on termine un cycle sur Pérus. Je fais ça avec mon ami Rémi Fréchette et Guillaume Saint-Cyr du podcast On Jase de Film.
Et on a également Terre humaine chez Usador, le podcast très brun, très beige, animé par Simon Chénier et Étienne Forêt et Gabriel Lisacolard. Y a-tu d'autres épisodes qui s'en viennent bientôt, Simon? J'aimerais ça que tu changes la formulation. Là. Tu dis toujours que le podcast est très brun et très beige. Mais il est. C'est Terre humaine qui est brun et beige. Le podcast à Simon. Là. J'ai dit le podcast sur la télésérie très brun et très beige. Ouais, J'ai pas dit que le podcast était très brun et très beige. OK, c'est mieux de même. Parce que là... Simon, il est rayonnant, là. Il est pas brun. Je parle pas de Simon ni de nos amis. Il est color, là, et des étincelles dans les yeux. Laurent, il a pas aimé ça que je parle des DC. Il prend une crise d'adolescence. Il conteste tout. Ouais, DC puis Indochine en même temps. Not a good day. Not a good day. Vas-y donc, Simon, est-ce qu'il va y avoir un nouvel épisode bientôt? Oui, il y en a un qui est déjà enregistré. Il faut juste que je le monte. Ouais. Puis après, on va continuer, là. Excellent. Il faut falloir que j'aille à Sainte-Adèle enregistrer les épisodes. Voir le papy. Ouais, le chien de Étienne. Écoute, sinon, il y a d'autres podcasts qu'on produit grâce à votre contribution. On a bien sûr Terre Kaiju, la première saison, elle est cannée. Vous avez les 6 épisodes sur toutes les plateformes de podcast, dont notre YouTube, si ça vous intéresse, sur les gros monstres qui se tapochent. J'ai entendu dire que mais que Simon, Jake et Laurent étaient là, d'ailleurs, dans certains des épisodes. Et on a Terre humaine, Noël chez Usador, podcast dédié au temps des fêtes. Et tous les autres. Dernier épisode aussi, il y a eu un caméo de Johan Carl-Wissel. Bon, Colin, c'est magnifique, ça. C'est super, ça. Donc, disponible depuis hier, depuis dimanche, le 25 juillet dernier. Donc, ça, c'est tout rendu disponible grâce à vous. Et on vous donne accès aussi à notre Discord sur lequel il y a plein de choses qui se passent durant la semaine. Je sais pas si Marie-Lune, je sais que tu n'interagis pas trop, mais je sais que tu as un Discord. Je sais pas si tu vois les choses passer. Il y a beaucoup d'actions quand même sur le Discord. Les gens... je vais saigner des fois. Ouais, c'est ça, je me disais que tu étais une présence invisible. Tu likes ça avec ta face qui rit? Moi, je fais tout le temps ça. Quelqu'un marque de quoi de drôle, j'utilise la face de Marilyn qui rit. Yeah, mais c'est une belle communauté. Je vais saigner de temps en temps, mais c'est le fun. Les gens sont drôles, sont fins, c'est inclusif. Ouais, le monde sont tout le temps bien gentils. C'est sûr qu'en ce moment, c'est plus tranquille avec l'été, mais ça va revenir avec l'automne, c'est certain. Donc, on écoute des films durant la semaine. La lutte le dimanche, qui est aussi un événement que j'aime de plus en plus. Je vous rappelle que nos podcasts, non seulement les Mystères étonnants, mais les autres que j'ai mentionnés, à part les exclusifs, sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher et Spotify. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, Mystérieux Étonnants et toutes les autres plateformes qu'on utilise pour se chier dessus mutuellement parce que il faut avoir raison, parce que ça va empêcher le soleil d'exploser dans 4,5 milliards d'années. On va prendre une petite pause et on revient avec le sujet de la semaine, Cosmonite Book 1 par Anna Templar. What happened? Ben et Nilis, c'est ce qui se passe. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va parler maintenant du sujet de notre semaine. Cette semaine, c'est Cosmonite Book 1 par Anna Templar. Pour les gens qui ont écouté l'émission de la semaine dernière, Yannick Belzile de Trois-Bières nous avait parlé brièvement de cette bande dessinée-là, qui était une découverte pour lui. Puis écoutez, on a décidé d'aller pour cette semaine. C'est franchement, pour moi, c'est une belle découverte. Et c'est Laurent qui va nous en parler. Pour la découverte. Oui, c'est vrai, je viens de dire ça. Mais oui, c'est ça. J'avais déjà oublié. Oui. Alors, c'est une BD de science-fiction. Nous suivons une jeune fille qui s'appelle Pan. Oui. P-A-N. J'étais comme, wow, j'ai un brain fart. Mm-hmm. On est dans un monde qui est, oui, de la science-fiction, mais aussi très médiéval, dans le sens que on a des joutes médiévales, c'est-à-dire que les princesses de diverses planètes sont mises en jeu, ouais. Ouais. Donc, comme dans une joute médiévale, il y a des chevaliers qui se battent pour gagner la princesse. Par contre, ça se fait dans une arène avec des gens dans des gros soutes métalliques qui ont quand même des épées, mais ils ont aussi genre des roquettes puis des armes plus modernes, disons. Et la jeune Pan vit sur une planète où elle est devenue amie avec la princesse qui donc sera promise pas nécessairement un chevalier, parce qu'on comprend au fil de la lecture que les chevaliers se battent pour des sponsors, fait qu'ils font donner de l'argent, comme mettons par des commanditaires comme un athlète. Comme un athlète, qui sont comme gagne-moi cette princesse-là, puis elle va venir dans mon royaume. Et évidemment, les princesses sont
en majeure partie, celles qu'on voit, en tout cas dans la BD, ne sont pas trop down avec ça. C'est comme un vieux système archaïque, patriarcal qui ne plaît pas aux gens que ça concerne vraiment. Donc, la jeune Pan va aider son amie, la princesse de sa planète, à s'enfuir et quelques années plus tard, va elle-même s'enfuir de sa planète à l'aide de chevaliers qui se battent dans le ring, mais qui sont en fait aussi une ancienne princesse et sa copine qui ont décidé de se battre, eux, dans le ring pour gagner les princesses, elles aussi, mais pour leur rendre leur liberté plutôt que de les faire marier à d'autres riches inconnus. Mm-hmm. Ouais. Pas mal ça? Ouais, c'est pas mal ça. Comme tu l'as mentionné, ça se passe peut-être dans notre univers. Je pense qu'il y a une date à un moment donné, c'est 2180. Ouais, 2100 quelque chose. Hein? Ouais, c'est très cyberpunk, néon style, mais aussi coloré. Tu sais, c'est pas les rues sombres et délabrées de Blade Runner. C'est le côté bubblegum un peu de ce côté-là de la médaille, qui est assez rafraîchissant quand même, parce que cette esthétique-là, elle est bien, mais elle est surutilisée. Et là, on est dans un côté beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré du côté cyberpunk. On va faire le tour rapidement. Toi, Simon, comment tu as trouvé ça? Côté appréciation rapide? J'ai bien aimé. Une des choses que j'ai le plus apprécié, c'est le pacing de la BD. Mm-hmm. Puis aussi, il faut dire que c'est une fin ouverte, donc il va y avoir d'autres volumes. Ouais. Puis je suis vraiment intrigué de voir la suite, puis j'aime beaucoup l'univers. Excellent. Toi, Marilyn, j'imagine que tu as aimé ça. Je dis ça de même, mais c'est des thématiques qui te sont chères. Oui, ça me rejoint, mais j'aurais pu ne pas aimer le aimer le traitement, ne pas aimer la BD, mais moi aussi j'ai aimé le pacing. C'était beau, c'était divertissant. J'en aurais pris d'autres. C'est 200 pages, j'aurais continué. Pour l'anecdote, juste avant de passer à Laurent, la bande dessinée est disponible en version papier. Vous pouvez l'acheter, mais elle est disponible en entièreté gratuitement à même le site d'Anna Templar. Vous allez sur cosmo.space, donc cosmonite.space, pardon, c'est Night avec un S. Les 2 premiers volumes sont disponibles. Celui que je vous ai envoyé, c'est le premier. Donc l'adresse est disponible, c'est accessible gratuitement. Et le deuxième est là également si vous voulez lire la suite. Oh. Si vous voulez encourager l'autrice, vous pouvez acheter directement sur son site internet, qui est quand même très bien foutu. Le deuxième tome de la série. Toi, Laurent, comment tu as trouvé ça? J'ai bien aimé ça. C'est vrai que le pacing est bon parce que c'est 200 pages puis ça fly vraiment vite. Oui. Ça se dévore. Je sais pas, on dirait que j'ai commencé la lecture un peu confus, mais que assez vite les éléments se placent puis t'es comme OK, je catch un peu comment ça marche. Puis tout parce que ça te donne pas... ça t'explique un peu le phénomène qu'on voit au fur et à mesure, mettons. Fait que t'as des éléments d'un casse-tête, pas tout au début, tu sais, mais qui s'imbriquent un dans l'autre. Puis, tu sais, je suis effectivement vraiment intrigué parce que j'en ai pas parlé dans mon résumé, mais là, c'est ça, Pan, elle s'enfuit avec une ancienne princesse, puis tout. Puis là, il y a comme un personnage mystérieux qui les suit partout. Puis là, on pense qu'ils sont en danger, mais en fait, là, on comprend plus ou moins que la résistance s'organise, genre. Je suis comme vraiment intrigué, là. Il y a un bon cliffhanger, puis je suis comme, OK, j'ai envie d'en voir plus de ça, tu sais. Ouais, c'est... je pense que nous, on a été chanceux parce que Yannick nous a décrit la prémisse de la bande dessinée la semaine dernière, puis il disait qu'au départ, tu sais, ça peut sembler être une histoire de 2 bonnes amies qui essayent de s'enfuir la nuit pour aller passer des soirées ensemble. Oui. Amis. Écoute, je mets les gros guillemets queer, là, si tu me permets, là, parce qu'on s'entend que c'est plus que d'amitié. Oui, c'était 2 tantes qui vivaient ensemble. Non, mais pour vrai, je pense que les 2 personnages s'aiment, mais que où on est rendu dans la bande dessinée, se l'ont pas encore avoué, parce que c'est aussi un coming of age story. Pan elle-même semble être à la découverte d'elle-même, puis c'est peu subtil, puis c'est pas une critique. Elle s'appelle Pan. Oui, comme je dans sais. Pansexuel. Oui, je sais, Marie-Lou. Je comprends. Mais ce que je voulais dire, mon point étant, c'est que quand Yannick nous l'a décrit, il a commencé à décrire, OK, c'est vrai, c'est 2 amis. Puis là, tout d'un coup, OK, il y a une histoire de chevalier cosmique. Puis ça... Fait que j'imagine Laurent qui commence à lire la bande dessinée. T'as 2 filles très bonnes amies qui vont voir un show. Puis là, tout d'un coup, bang, ça tombe en espèce d'épopée de science-fiction. J'imagine que tu as été un peu perturbé. Ben, en même temps,
ça s'appelait Cosmo Nights. Fait que Oui, ok. ça m'a pas tant que ça pris par surprise, je dirais. Je comprends. J'étais comme... Je m'attendais un peu à ça, mais effectivement, ça partait pas de même. Ouais. Surtout qu'au début, il y a, dans le dessin, c'est pas clair. Quand ils sortent du spectacle, là, j'ai comme vu... Attends, y a-tu genre 2 lunes? C'est quoi que je vois? Puis là, plus tard, tu sais, il y a un gros reveal où t'en vois 2. C'est-tu des lunes ou des planètes? Je sais C'est pas. des lunes. Des lunes, ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, ça t'amène à un autre endroit, tu sais, tu te dis, mais c'est peut-être pas sur la planète Terre, là, ça peut être ailleurs. Parce que on n'a pas 2 lunes, guys. On n'a pas 2 lunes, pas Jusqu'à maintenant. Pas jusqu'à maintenant. 2021 n'est pas terminé. Ils ont des overboards. Ils ont un overboard comme dans Back to the Future, un genre de basic... Scooter, speeder, comme dans Star Wars. Exactement. Comment t'appelles ça? Un wolf-by? Wolf-by, là, je me souviens pas. Un Segway. Un Segway flottant. Space Segway. Mais... comment dire? J'aurais peur que les gens évitent la bande dessinée à cause du style visuel puis du côté bubblegum, puis le sujet traité aussi, parce que, je sais pas, j'aurais peur que les gens l'évitent, parce que c'est pas fait pour moi, c'est pour une communauté LGBTQ, ou ça s'adresse pas à moi. Mais pour vrai, c'est pas ça. Non, je pense pas que ça te l'enfonce dans la gorge. Non, vraiment pas, c'est ça mon point. C'est vraiment juste là, puis tu le vois ou tu l'apprécies comme c'est. Puis il y a des gros robots qui se tapent dessus, puis il y a de la bataille, puis il y a de l'intrigue, puis il y a, tu sais... Ouais. Ce que j'essaie de dire, c'est laisser la chance à la bande dessinée avant de... Soyez pas... Jugez-la pas par la couverture, malgré que l'art est vraiment superbe. Ouais. C'est bubblegum, mais c'est beau. Il y a des one-pagers qui sont magnifiques que tu voudrais encadrer. T'sais. Ça m'a fait penser... peut-être le lien est gros, là, mais à un univers qui mélange le Quidditch de Harry Potter et le côté cyberpunk de Blade Runner et les castes royales de Dune. Mais tout ça mélangé ensemble. Avec un petit peu de Ghost World. Avec un petit peu de Ghost World, ouais. C'est ça. C'est un beau mélange. Wow, vous venez vraiment de me le vendre à nouveau. Je viens de le lire. Je vais aller le lire. Moi, ça me faisait penser un peu à Mother Crush de Bab Star, qui est pas si connu que ça, mais c'est une affaire de... C'est des filles qui font des guerres, des courses de moto, puis un peu de science-fiction, il y a un peu de... C'est dans l'avenir un peu. C'est une fille pour se libérer, pour libérer sa blonde, il faut qu'elle fasse une course de moto. Puis, c'est quoi, c'est une BD ou... oui, c'est une BD en plusieurs tomes, ça s'appelle Mother Crush. Et c'est aussi... Ça a bien l'air nice. C'est badass, c'est très lesbien aussi, c'est science-fiction, futuriste. Il y a de la tapoche aussi, il y a des motos futuristes. Non, c'est vraiment cool. Ça m'a fait penser un peu du côté du style visuel. J'avais participé à la campagne de sous-financement de Algofa. C'est quoi, il avait fait Sombre Bagarreur chez Papa, dont on avait parlé à l'émission il y a quelques années de ça. Et il a financé un gros volume, inspiré des gros volumes de manga, là, qui s'appelle Cry Punch Comics, pardon. Et le style visuel, des petites lignes simples, qui est repris souvent par les auteurs dans la bande dessinée. Je l'ai retrouvé dans Cosmo Nights, puis j'aime ça. C'est léger, c'est le fun, ça fait différence des gars. Je l'aime, là. Je l'aime, le Greg Capullo, puis je l'aime, les auteurs de comics là, qui utilisent des gros traits noirs, puis plein d'action. Mais là, c'est tout dans la souplesse. Puis comme vous dites, le rythme est très rapide. Ça fait une lecture qui est très engageante. Moi, c'est drôle, c'est l'inverse. Je trouve que le rythme était lent. Mais c'est ça que je trouvais beau. C'était comme calmant, un peu. C'est peut-être la façon que je le lisais aussi, mais je sais pas, il y avait comme de quoi d'un peu hypnotisant, d'un petit peu méditatif dans tout ça, mais en même temps, même s'il y a des grosses batailles, c'était comme ça faisait un peu du bien. Oui, je comprends parce que les scènes, mettons, sur la planète du début, ils ont quand même ce feeling-là de genre petite vie tranquille de village. Tu sens que c'est la planète qui est de même, là, mais que c'est quand même bien chill, cette place-là.
je comprends ce que tu veux dire. Oui, puis c'est une métaphore pour les petits villages dans lesquels tu peux pas te montrer toi-même. Il y a comme une phrase, il y a un échange entre Pan et son père à un moment donné qui illustre là. Tu peux pas être toi-même parce que les gens vont s'en souvenir, puis ils vont t'en tenir rigueur. Puis c'est clairement une question d'idée de vivre son identité sexuelle, puis de genre dans des petites places comme ça qui sont pas évidentes. Fait que c'est un beau conte aussi. J'ai l'impression que quelqu'un qui est en questionnement ou qui vit pas dans un environnement qui est évident, parce qu'on n'a pas la chance d'être toujours dans des cercles qui nous supportent, ça peut être une lecture qui peut peut-être moralement venir nous appuyer, je sais pas, peut-être une béquille morale. Il n'y a pas de drame lié à ça dans la bande dessinée, c'est pas un enjeu du tout. Ça fait juste partie de l'histoire. Puis ça, je trouve que ça fait du bien. Oui, c'est une trame de fond, puis en même temps, c'est comme une belle métaphore puis une belle trame de fond, puis c'est la bonne représentation de tous les genres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Kate, elle a un tatou qui s'écrit Trans Queen. C'est des trucs comme ça. Il y a plusieurs ethnicités de races différentes, de montrer aussi des corps différents aussi, parce qu'il y a des filles badass, il y a des filles avec des hanches, il y a des gars full musclés, il y a des gens de tous les âges. Fait que là, il y a déjà beaucoup de représentation. Puis comme tu disais, c'est une métaphore, c'est une trame de fond, mais si t'aimes juste la bataille, le suspense, la science-fiction, ça passe bien aussi. C'est pas concentré là-dessus. C'est pas le traitement est pas là, mais ça m'a fait penser aux scènes de combat dans Dragon Ball, dans les premiers les fameuses scènes de tournoi là. L'excitation autour du tournoi, je sais pas pourquoi ça m'a donné cette idée-là. Ou dans Thor, là, quand c'est un peu comme les gladiateurs, c'est un peu ça. Là, tout le monde j'avais le visuel de Thor Ragnarok dans la tête quand je l'écoutais. T'allais dire, Laurent, je pensais que tu voulais rajouter quelque chose. Non, mais je voulais... je comprends ce que tu disais tantôt, mettons, sur que des gens pourraient éviter la BD, parce que j'ai l'impression que c'est quand même graphiquement genre un style graphique un peu ce qui est la mode en ce moment chez la littérature dessinée pour jeunes adultes, mettons. Il y a comme un genre, surtout aux États-Unis, là, que Young Adult, tout ce qui sort chez Scholastic, puis tout, ça ressemble quand même un peu à ça, mais genre, laissez-vous, c'est vraiment prenant, c'est beau. Ouais. Puis genre, le world building est vraiment cool. Moi, c'est ça qui va me pousser à continuer, là. C'est genre, j'ai envie d'en savoir plus sur cet univers-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues encore, mais qui est là, tu sais. Ça m'intrigue beaucoup. Elle aurait pu prendre la voie facile puis enchaîner juste des scènes de combat puis des tournois par tournois avec toujours des enjeux un peu plus graves ou importants. Puis là, non, une fois que la recette est établie, l'histoire part dans une autre direction, c'est lié peut-être à une certaine résistance. Est-ce que ce personnage-là joue d'eux? Est-ce qu'elle a un autre agenda qu'on connaît pas? C'est très intriguant. Puis il y a du hacking. Il y a du hacking. Il y a tout le côté médiéval, fantastique, cyberpunk qui se marie très, très bien. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est rare que ça... Comment je peux dire ça? C'est une alchimie qui est pas facile à saisir, mais de lire des personnages que tu as l'impression qu'ils existent pour vrai, c'est un art. C'est pas facile de mettre sur papier des personnages qui n'existent pas, des paper people, des hommes et des femmes de papier, de sentir qu'ils ont du relief, des personnalités, des intentions, des agendas. Et je trouve qu'elle réussit très bien avec l'ensemble de ces personnages. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Puis chacun a ses propres traits de personnalité. Puis ça fait une super de belle dynamique. Et on est dans les... Tu sais, je veux dire, entre ça et Luke Skywalker, on est un peu là. Tu sais, le personnage qui quitte sa maison d'origine pour vivre des aventures dans le cosmos. C'est une histoire qui a été racontée des milliers de fois. Mais voici la preuve qu'on peut toujours la réinventer, cette histoire-là, parce que t'as pas l'air d'accord, Marilyn? Non, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, maybe that's why. Tu sais, que c'est venu me chercher, parce que c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va à la découverte de soi-même ailleurs, parce qu'il est tanné d'être là où il est, puis il veut poursuivre ses rêves. Tu sais, c'est très de base, mais ça fonctionne bien. Puis comme tu dis, c'est un art, puis que, tu sais, il n'y a aucun personnage qui est unidimensionnel. L'histoire n'est pas surannée, est intéressante. Oui. Quelque chose à rajouter, quelqu'un? Moi, je suis en train de me dire, oui, mais Lou, qui est pas queer, oh wait, t'es French chasseur, en fait. Je sais pas dans quelle catégorie on peut mettre ça. Ouais, je pense pas que c'est je pense pas que c'est là-dedans. Là.
Genre, on avait un thermomètre de queer porn qui se remplissait depuis tantôt, puis là, on vient de les perdre d'une shot. C'est pas dans l'alphabet mafia, ça. Non, désolé. Non, OK. bah, Bon, je rappelle le nom de la bande dessinée Cosmonites de Anna Templer. C'est disponible sur son site internet. Je vais aller voir comment avance ces volumes, mais je suis bien intrigué d'acheter pour l'encourager. J'en parlais justement avec Yannick hier. J'avais dit que j'avais beaucoup aimé ça, puis il m'a répondu, je trouve ça plate qu'on n'en parle pas assez. Je sais pas pourquoi est-ce que les gens n'en parlent pas. Je pense pas que c'est tant le sujet. J'ai l'impression que c'est parce qu'elle n'est pas éditée par un major. Mais je vois très bien cette série-là être publiée chez Boom ou chez Image Comics. Ça aurait sa place. Donc, réveillez-vous, les éditeurs. Je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. Je pense que les webcomics, c'est un peu mort, en fait. C'est ça qui se passe. Ouais. Mais, tu sais, ça, c'est un très bon webcomic qui. Oui, c'est vrai, mais on dirait que il y avait une effervescence, il y a 10 ans, mettons, que tout le monde lisait des webcomics, puis là, j'entends plus. J'en ai fait un, moi. C'est vrai, ça, on a fait. Même Chen en a fait un, mais c'est peut-être aussi moi qui est biaisé puisque je travaille dans le milieu du livre papier, mettons. Écoutez-le pas, lui, il veut juste vendre des livres. Non, mais je sais pas aussi, fait que peut-être que j'ai plus... Les gens qui m'entourent sont plus dans le livre papier, mais plus personne me parle de webcomic depuis une couple d'années, me semble. Ben, je fais des recherches sporadiques des fois pour aller regarder dans de la BD qui est plus jeunesse, que ce soit américaine ou européenne, parce que des titres jeunesse que je pense qu'on peut lire, et ça pourrait être destiné aux jeunes adultes tant qu'aux vieux monsieur de 40 ans, là, comme nous autres, admettons, ou comme moi. Mais elle fait pas partie des... Ah non, c'est nous autres. C'est nous autres, désolé. Je vous amène avec moi, mais rarement, en fait, je pense pas avoir vu nulle part le nom de la BD dans ces listes. Donc, il y a clairement Ouais, moi aussi, c'était très nouveau. Une popularité qui se fait pas. Allez jeter un coup d'œil, puis en plus, au pire, allez, il y a c'est gratos sur Internet, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ben, c'est ça. Merci Marie-Lune. Merci Simon. Salut. Merci Laurent. Je vais vous réveiller avant de partir. OK. C'est bon. Merci Ben. Merci d'animer le show à toutes les semaines. Ben, j'essaye. Je suis pas encore mort. Good job, Ben. Yes. Excellent. Allez, Pas faire avant vacciner. Ghostbusters. C'est déjà pas avant Ghostbusters. Man. Non, mais pas vous autres, je parle des gens à la maison. Ah. Oui. OK, bye! Là, genre, il m'en faut-tu un troisième? Peut-être bientôt, malheureusement. C'est ça. Peut-être. Ouais. Jamais 203. Amenez-les toutes. Ouais. Donnez-les-moi les. Démoilez-moi tout de suite. Ce gigot est ben trop cuit. C'est un gigot de vaccin et ma fouette est fort apprécié. Le petit, il me fait rire. Ouais.